Eh oui, eh oui. On est bien le jeudi 1er avril. C'est pas le moment de la blague, hein. Je crois que personne n'a envie de rire. C'est pas marrant ce qui se passe. C'est pas marrant. Il y a encore quelques semaines, je me disais, ils vont rouvrir un peu les terrasses. Jean Castex, il a dit dehors en citoyen. Moi, je veux bien aller boire des coups dehors. Surtout si c'est en citoyen, quoi. Bah non. Mi-avril, mi-mai, il a dit Emmanuel Macron. Donc il va falloir patienter. Le printemps, c'est pas pour tout de suite. Et pourtant, elles vont ouvrir ces terrasses. On a un horizon, on a un moment, on a... Mi-mai. J'avais un rêve. C'est qu'ils ne puissent rouvrir que les terrasses. Et qu'ils demandent tous à avoir le droit d'ouvrir une terrasse. Même les restos qui n'ont pas de place, même si ça empiète un peu sur le trottoir, sur la route même. Qu'est-ce qu'on a besoin de route? On a besoin de terrasses. Plein de terrasses. Des terrasses partout. Et je voulais que ça devienne un droit inaliénable, voilà, pour les petits commerces. Au cas où, il faut que tout bistrot, tout resto ait le droit à une terrasse. Et on verrait fleurir des terrasses partout. Nos villes seraient pleines de terrasses. Il n'y a plus besoin de route, que des terrasses. Et ça serait bien, hein. Ça serait bien. Le droit opposable à la terrasse, exactement. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est pour bientôt tout ça, c'est pour bientôt. Moi je vous le dis, moi j'y crois à donf. Je vais remercier les gens qu'on sub entre temps. Il n'y aura pas de blague hein, ici, vraiment. Il n'y a pas de piège de 1er avril. L'info c'est important, l'info c'est sérieux. Je suis pas très blague du 1er avril. Quand je l'ai fait c'est nul, donc je fais plus. Je fais plus de blagues du 1er avril depuis le 36-15. Alors, merci Evu qui avait sub il y a 41 minutes. Merci Joujou TDJ qui dit au secours. Merci Nonems 2027. Yo Puzzle, c'est quand que tu fais honneur à ton blaze en organisant un petit truc sur Dune? Oh là là, oui, ouais. Merci Gundor, merci Red Star Fight Club. Je vais baisser encore la musique un petit peu. Parce que c'est sympa, mais... Voilà, au minimum. Merci qui d'autre? C'était top le live à midi quand t'as des enfants. C'est top le live à midi quand t'as des enfants, enfin jusqu'à hier. Eh oui, c'est vrai, il y a des... On va en parler évidemment, on va en parler de ces mesures. Merci Frigorico. Salutations camarades, et de 8 mois, mais retour au confinement en avril et encore coincé pour mon anniversaire, trop dégoûté. Bah ouais, il y a un an, nous on devait démarrer les confinotes, un truc comme ça, non? Peut-être avant, je sais pas. Bonjour tout le monde, vive midi les Ursules. En espérant qu'aujourd'hui ce soit plus joyeux qu'hier. Bah j'ai du café aujourd'hui, donc déjà moi je vais avoir un peu plus la patate. Donc ça c'est une bonne chose. Bisous, vivement le retour de la bière, monsieur Yannock, en effet. Mais après boire des bières chez soi c'est quand même vachement moins bien que boire des bières dehors, de rencontrer des gens. Le vélocipédiste qui a envoyé 20 bits, merci. Merci Ricky Larsen. Ricky Larsen, ça je connais ça. Merci Ricky Larsen, 6. Merci Unigui. Terrasse pour les travailleurs, exactement. Le droit opposable à la terrasse. Ça serait beau ça, des terrasses partout. Non, c'est pas le retour des confinotes, hein, c'est du... Parce que alors moi je suis à Lyon. Autant vous dire qu'à Lyon, les mesures à Castex, enfin à Macron, elles changent pas grand chose, j'ai pas d'enfant. Pareil, ça change pas grand chose. Moi c'est pas un gros bouleversement pour moi, mais c'est vrai qu'on m'avait demandé hier... Alors hier dans le live, je vous ai dit les infos qu'il y avait dans le canard enchaîné qui laissaient supposer que les vacances pour les enfants allaient être avancées. Et donc ce soir, hier soir, j'ai tenté, on m'a dit à ton avis il va annoncer quoi? J'ai dit bah les vacances, voilà, info canard enchaîné. Et j'ai tenté et ce serait logique d'étendre à toutes les régions les mesures qu'il y a dans nos régions, c'est-à-dire voilà, interdiction de se déplacer entre les régions, déplacement à 10 km, machin. C'est effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez, il suffit d'être bien informé, il n'y a pas besoin de deviner des trucs de ouf. Moi je savais les mesures, il suffisait de me demander. Voilà. Alan Bart, il y a quand même une bonne nouvelle. Non mais ça c'est un 1er avril le truc d'Alan Bart. Hein. Alan Bart ne rentre pas au monde. Hein. Alan Bart c'est un dessinateur de presse et là il a tweeté je remplace Plantu, machin tout ça, mais c'est pas vrai. C'était une blague de 1er avril. Allons bon, c'est dommage, ça serait bien. Ça détonnerait peut-être un peu dans le...
Tu fais trop le mec. Ouais, j'avoue. Bah ouais, bah, c'est factuel, hein, j'ai annoncé, je savais, j'ai eu tout bon. Nos mesures marchent pas, on va les généraliser. Il n'y a pas que des mesures qui marchent pas dans le truc. Hein. Merci Gatsulianov. Très idée cette matinale. C'est vrai, c'est très idée. Alors c'est cette midinale, oui, c'est t'avais écrit midinale. Ouais, franchement, je me disais, plutôt que d'appeler ça la grosse revue de presse, je pourrais structurer ça un peu plus, avec un peu plus de mise en forme, avec peut-être une petite intro comme j'ai fait ce matin, là, comme j'ai fait tout à l'heure, et puis peut-être des points de repère horaires, un petit peu comme la matinale de Rémi. Et ça s'appellerait pause déj, un truc comme ça. Ça peut être sympa, ça formaliser un petit peu le truc. La pause déj. Parce que vous êtes en pause déj certainement, il y en a qui bossent là. Qui bossent chez eux, qui bossent dehors peut-être. T'as écouté l'assemblée pause déj, MDR non. Mais si, la pause déj. Suicide. T'as une meilleure idée? Ouais, alors midi les usules, mais ça veut rien dire, c'est pas vous les usules, c'est moi les usules. Après j'aime bien tous les gens qui disent c'est votre rendez-vous du midi. C'est pas vrai, c'est le mien. C'est mon rendez-vous du midi, c'est mon émission, c'est mon stream, c'est pas le vôtre. Donc on fait ce que j'ai dit. C'est pas parce que je fais le démago en faisant voter un peu les sujets que c'est votre matinale pour autant, prenez pas la confiance. Sympa le créneau du midi, même si je rate forcément un bout à chaque fois, bah oui, désolé. Fin de journée pour moi. Tout le monde n'est pas en France métropolitaine peut-être. Qui coule à gauche. Merci McDougall. Le grand midi, même si ça fait présomptueux, c'est pas ouf le grand midi. La pause dem. La pause déj. Pause dem ça veut rien dire. Ah, pour dire que je suis un sosnem. C'est ça que tu veux dire? C'est contre la propriété privée des revues de presse. C'est ma revue de presse, c'est moi qui choisis les articles. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler de valeurs actuelles, Anticor, Édouard Philippe. On va parler de l'enseignement supérieur et de la loi climat. Voilà, de toutes ces choses folles. Mais avant ça, avant de voter, on va quand même faire un bilan. Et un bilan éclairé, puisque éclairé par le point de vue de Caroline Coq-Codorche, qui s'occupe du service santé à Mediapart, et Hélène Salvi, qui suit la majorité et l'exécutif pour Mediapart également. Hop! Crise sanitaire, Emmanuel Macron se décide à prendre des décisions. Le chef de l'État a annoncé mercredi 31 mars la fermeture des établissements scolaires à compter de lundi et pour 3 semaines. L'ensemble du territoire métropolitain est désormais concerné par les mesures de confinement. Sous pression, Emmanuel Macron cherche à rattraper ses erreurs sans les reconnaître. Hein, vous avez vu, il a pas dit j'ai fait des boulettes, j'ai fait des... Non, c'est nous. Nous avons un peu foiré, nous. Alors dès qu'il est génial, c'est je. Mais dès qu'il fait de la merde, c'est nous. Ça, c'est pratique. C'est le... je sais plus qui c'était Marion Rox qui comparait sur Twitter Macron à un CEO toxique. C'est-à-dire, on avait tous les inconvénients de la Startup Nation, les décisions prises on sait pas comment, quand ça marche pas, c'est de la faute des employés, le mec qui reconnaît pas ses erreurs, qui a un melon énorme. On a tous les défauts. Vous avez voulu la Startup Nation, vous l'avez. Y a pas à chier, vous l'avez. On va encore parler de malheurs actuels. Oui, on va faire... oui, mais vous allez voir, il y a un bon angle, il y a un bon article, etc. Emmanuel Macron n'a pas eu de remerciements. Pourtant, ses soutiens estiment que les Français auraient pu être un peu plus reconnaissants vis-à-vis de celui qui, de ses propres dires, leur a permis de gagner des jours précieux de liberté. Et des semaines d'apprentissage pour nos enfants, en attendant la dernière minute pour prendre des mesures plus strictes. Merci Ubeb. Ça a fait rire ça, hein, les semaines de liberté. Vous vous souvenez de ces semaines de liberté? Vous allez les regretter, ces semaines de liberté, elles étaient... Ah, on était bien libres. Hein. En Allemagne, ils sont en train de démarrer le déconfinement, voilà, de commencer à rouvrir des trucs. Et nous, on n'a pas encore commencé notre confinement dur, parce qu'on n'a pas voulu fermer les écoles, et on n'a pas voulu emmerder les entreprises avec le télétravail. Parce qu'il faut pas emmerder les entreprises, sinon elles s'en vont. Vous savez bien. Comme le conseil scientifique l'avait énoncé dès la fin du mois de janvier, l'épidémie de Covid, boostée par l'apparition d'un variant anglais, plus transmissible et plus dangereux, a atteint un nouveau pic mi-mars. Quelle surprise. Aujourd'hui, 36 000 personnes se contaminent en moyenne par jour. Je vous rappelle que lors du second confinement, il avait fixé la barre à 5 000 transmissions par jour. On pourra commencer à relâcher la pression. On est au-delà des 5 000 depuis des semaines et des semaines et des semaines. Il n'y a pas d'objectif chiffré.
On parle pas non plus d'éradication du virus. Faudrait qu'on lise des trucs un jour sur la Nouvelle-Zélande. Je sais pas si vous avez vu comment ça s'est passé en Nouvelle-Zélande. Merci CTO. Voilà, je chercherai un article pertinent sur la Nouvelle-Zélande pour voir comment ils se sont démerdés. Si c'est la fête là-bas, c'est pas juste qu'ils sont plus... Enfin, c'est qu'il y a une politique zéro Covid, quoi. On élimine le Covid, on s'en donne les moyens. Nous, on a choisi de vivre avec le virus. Vivre avec le virus, donc mourir avec le virus aussi. Pour gagner des semaines de liberté. Alors ça, quand t'as les gens de droite qui te parlent de liberté, faut savoir que c'est souvent la liberté des patrons, hein. La liberté de travailler. C'est cette semaine-là de liberté qu'on a gagné. Merci Slipper Peppies qui dit salut Jules, salut Slipper Peppies. Le resserrement du confinement dans 19 départements annoncé il y a 2 semaines n'a pas eu les effets escomptés. Le président de la République l'a d'ailleurs reconnu à mi-mot mercredi 31 mars au soir dans une allocution télévisée. Cette stratégie a certes eu des effets, mais ils sont aujourd'hui bien trop limités en raison de l'accélération du variant. Merci Cap of Tea qui dit non c'est toi merci. Il existe un risque, a-t-il indiqué, comme si ça n'était pas encore le cas, de perdre le contrôle si nous ne bougeons pas. Donc, nous bougeons. Enfin, ajouteraient même les hospitaliers des zones sous forte pression épidémique qui craignent désormais de devoir trier les malades. Le truc sur le télétravail, là, c'est génial, hein, parce qu'on veut rien imposer aux entreprises. Du coup, on va faire chier les travailleurs. Cette histoire de vacances avancées, d'écoles qui sautent, là. On a lu hier dans le Canard enchaîné que ça avait été pensé pour... Ah bah comme ça, du coup, il y a des entreprises... Voilà, ça va forcer le télétravail, parce que les gens vont devoir rester chez eux pour garder leur môme. Vous voyez ? Plutôt que d'emmerder les entreprises et de les forcer au télétravail, on continue à leur redire qu'il faut systématiser le télétravail partout où c'est possible. Et on les emmerde avec leur garde de gamins pour qu'ils soient obligés d'être chez eux, quand bien même... C'est pas exactement de la garde de gamins, là c'est aussi un peu de la scolarité à domicile, et va falloir un petit peu les aider les gamins. Vous aurez peut-être pas tout à fait le temps de bien travailler pour votre employeur. Vous avez peut-être pris dans des injonctions contradictoires. Bah démerdez-vous, c'est sur les salariés que ça va retomber cette histoire. Vous avez vu cet extrait ? Je vais vous le passer parce qu'il est admirable de Bruno Kestel, là, Bruno Kettel. Je vais le retrouver normalement facilement. Sur... Voilà, bah oui, alors, non, parce que lui, il va pas le tweeter, cette andouille. Kestel. Vous l'avez forcément vu. Ah, il est en tendance. Ah bah, alors tout le monde l'a vu, mais... Après, des fois, je suppose que tout le monde a Twitter, mais tout le monde n'a pas forcément Twitter. Voilà, un beau travail d'ailleurs de relance de Maxime Switek. Maxime Switek, qui est journaliste, entre autres pour BFM TV, il a longtemps été dans C'est dans l'air, c'est ce soir, c'est à vous. Je confonds les C. Merci Mortensen, cette minute-ci. On va s'écouter ensemble ce moment de gêne, ce moment de galère pour Bruno Kestel. Un ancien du PRG, du Parti des radicaux de gauche, allié des socialistes pendant longtemps, et aujourd'hui un chien de garde de la majorité, un chien de garde en difficulté chez BFM TV. Noquetel, on avait ici un professeur qui va devoir s'adapter, les parents aussi vont devoir s'adapter, le calendrier des vacances scolaires est de fait chamboulé par cette fermeture de 3 semaines. Il y a autre chose qui va s'imposer dans la vie des parents, c'est que certains vont donc devoir garder leurs enfants. Quand on regarde les conditions d'indemnisation des parents qui vont être forcés de rester à la maison pour garder leurs enfants, il y a, dans ces conditions-là, on le voit, un seul des 2 parents est indemnisé. Il faut que son emploi soit incompatible avec le télétravail et ça concerne les parents qui ont des enfants de moins de 16 ans. Emploi incompatible avec le télétravail. Ça veut dire que pour le gouvernement, aujourd'hui, un parent qui télétravaille est capable en même temps de garder son enfant. Il ne sera pas indemnisé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non mais... un seul des 2 parents, oui, un enfant, un seul des 2 parents doit pouvoir le garder. Enfin, s'il faut que les 2 parents soient là toute la journée pour garder leur enfant, ça pose un autre sujet qui est lié à la parentalité. C'est pas ça la question. Prenez une famille monoparentale. Oui. Famille monoparentale. La mère, le père peut travailler en télétravail. Il est capable, d'après le gouvernement, de télétravailler et en même temps de garder son enfant. Il n'y a pas d'indemnisation prévue pour lui. La classe. Non. Enfin, c'est pas ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes en train d'essayer. Non, vous êtes en train d'essayer de laisser à croire qu'un parent isolé serait laissé à son propre sort sans être indemnisé. Merci Thomas Rion. Il est en télétravail, donc il est rémunéré. Oui, bien sûr. Non, mais attendez, c'est pas ça. Merci Broussevi. C'est qu'on considère que le parent qui télétravaille peut télétravailler et en même temps garder son enfant. Il va sortir les rames. Mais
Enfin, si vous dites à votre enfant, moi je l'ai fait comme parent, ton devoir, tu regardes ça, je suis à côté de toi, je télétravaille, tu regardes et tu m'interroges si ça va pas et ceci et cela. Vous n'avez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi, oui, j'ai des enfants, alors, justement. Oui, aussi. oui. Ah non, ils ont quel âge vos enfants? Ils sont maintenant un peu plus âgés sans doute que les vôtres, mais merci Comet Leader et Jean Aymar. Soit malade, soit. Attendez, non mais il y a garder un enfant malade et il y a enseigner à son enfant. Oui. Attendez, vous êtes d'accord qu'on a un petit sujet là quand même? Ah ouais. Non. On a un mais petit je sujet. comprends pas trop où vous voulez en venir. Je vois bien que vous cherchez. Non. Désespérément. Non, attendez. Pas du tout désespéré. Non, c'est pas non, désespéré. Pardon Bruno Kettel. Oui. Bruno Kettel. C'est un point important pour ceux qui nous regardent, qui à partir de la semaine prochaine vont devoir garder leurs enfants parce qu'ils ne seront plus à l'école. Ce qu'on dit aux parents qui télétravaillent, c'est qu'à partir du moment où votre emploi est télétravaillable d'une certaine manière, on ne vous indemnisera pas. Vous ne pouvez pas arrêter de bosser pour vous occuper de votre enfant, vous ne serez pas indemnisé. Non, mais, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Non, mais c'est ce qu'on dit dans le sens où, déjà, il y a 2 semaines de vacances sur 4 semaines concernées. Bien sûr. Des enfants, pas des parents, non? Oui, mais enfin, et comment ça se passe d'habitude? Les parents, ils n'ont pas autant de congés, que les congés scolaires. Non, les parents, ils ont des il y a des centres aérés, par exemple. Voilà, mais là, c'est fermé. Oui, non, mais attendez, vous êtes en train de laisser à croire que le gouvernement et demain et le président de la République ce soir laissent ces pauvres parents abandonnés et dans ce pays terrible en France où on oui, c'est ce qu'on dit. Pour rester à domicile, pour merci Michael Kull. Partiel, pour accompagner les entreprises. Pas beaucoup d'aide à ceux qui travaillent, non? Ah ben non, les pauvres. On essaie d'éclaircir ce point-là. Déjà, le télétravail, c'est pas... un ton qui est quand même un peu choquant. Enfin, imaginez, pour toutes les mères, les mères qui vous écoutent et qui doivent travailler, garder leurs enfants, qui vont travailler la nuit. Pour vous, il n'y a que les mères qui s'occupent des enfants. C'est intéressant comme. Mais non, non, mais revenons. On va avancer sur ce point. On essaie d'avoir des précisions sur ce point-là. On pense nous ce soir qu'il y a un souci avec ce point-là précisément, et on essaie de lever ce souci. Écoutez, je vous encourage à écouter le Premier ministre qui fera une déclaration. On écoutera le Premier ministre demain matin sur BFM TV à partir de 9h, et vous serez... Moi, je serai dans l'hémicycle. Merde, abruti. C'est con, faut que je redise tout, du coup. Merci Cuistre Roi. Stop la tirade, camarade, le micro est off. Pardon. Pas de son, bah oui. Ah non, mais moi, quand je suis parti. Putain, je remonte le chat, c'est on t'entend pas. C'est mute. Le micro, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est bon, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc à compter de samedi, l'ensemble du territoire métropolitain sera concerné par les mesures jusqu'alors appliquées dans une vingtaine de départements. Certains commerces fermeront et les sorties en extérieur seront autorisées dans un rayon de 10 km, mais pas plus. Merci professeur Granatum qui est de droite aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, là c'est bon. Vous faites pas des poissons d'avril. T'es mute, rends-moi mon prime. Quant aux crèches, aux écoles, au collège, au lycée, merci Bastouille 1984. Ils fermeront eux aussi leurs portes pour 3 semaines à partir de lundi. Donc du 6 au 9 avril, tous les élèves, quelle que soit leur zone académique, suivront leurs cours à distance, parce qu'il y a le lundi de Pâques. Avant 2 semaines de vacances, les maternelles et les primaires feront leur rentrée des classes le 26 avril. Les collèges et lycées le 3 mai, après une nouvelle semaine de cours à la maison. La situation n'était plus tenable dans les établissements scolaires, vous l'avez vu dans Ouvrez les guillemets lundi. Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé publique France relevait la forte progression, plus 39,8% du nombre de cas positifs en lien avec le milieu scolaire. Devant la multiplication de contaminations, des enseignants sont aujourd'hui hospitalisés pour des Covid graves. Nombre de professeurs faisaient valoir leur droit de retrait, en particulier en Ile-de-France. Parce que, vous savez, dans le Ouvrez les guillemets de lundi, j'avais un instit au téléphone qui me racontait un peu le cas dans son école dans le 13e arrondissement de Paris. Et autant il me disait, bon voilà, il y a 8 contaminés sur une douzaine, 13 personnels encadrants, si vous voulez, entre profs, la directrice, machin. Mais parmi les 8, ça je l'ai pas mis dans le montage, mais il y a une personne qui est en réa, quoi. Qui est en réa. Et si les réas sont saturés, cette personne, elle aurait peut-être pas eu sa place en réa, elle serait peut-être juste cannée. Donc voilà où on en est à peu près. Elle est là la réalité dans l'école. Pourtant, le ministre de l'Éducation nationale n'en démordait pas. Lundi, devant les cadres de La République En Marche, Jean-Michel Blanquer assurait encore que l'école n'est pas le lieu social principal des contaminations, allant même jusqu'à répéter que l'on s'y contamine moins qu'ailleurs. Il y a une focalisation médiatique pas forcément justifiée sur le sujet, affirmait-il ce soir-là, selon LCI. La Société française de pédiatrie
s'était elle aussi positionnée contre la fermeture des écoles, estimant que si des transmissions intrascolaires sont possibles, elles ne constituent qu'une infime minorité des contaminations et ne sont donc pas le levier principal pour bloquer la chaîne de transmission. Pour les pédiatres, fermer les écoles, c'est accepter que des enfants subissent à nouveau des violences intrafamiliales, c'est creuser les inégalités sociales, c'est aggraver la détresse et la santé mentale d'une population déjà très affectée par cette crise sanitaire. Une position devenu très minoritaire au fil des semaines. Dans une tribune parue récemment dans Le Monde, un collectif de médecins, donc ça c'était le week-end dernier, un collectif de médecins, d'épidémiologistes et de parents d'élèves expliquait au contraire que l'incidence des nouveaux cas de Covid-19 a doublé chez les enfants de moins de 9 ans au cours des 2 dernières semaines. Chez les 10-19 ans, elle est plus élevée que la moyenne nationale pour la 10e semaine consécutive, disait-il. Cette situation met en danger l'ensemble de notre réponse à l'épidémie. Merci. Terom League, merci pour tout, me disait, c'est pas grand-chose. Et merci aussi à Gonrion. Avec tout ce que tu nous lis, tu pourrais te réorienter où tu voudras. Je comprends pas. Je peux devenir épidémiologiste, tu veux dire, comme Macron ? Ce collectif, non, ça on l'a dit. Ça on l'a déjà dit. Bien qu'au pied du mur, le chef de l'État, qui avait déjà expliqué il y a quelques jours n'avoir aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec, a de nouveau livré une vision toute personnelle de la situation en assurant face caméra « Nous avons conservé la maîtrise de la situation à l'hôpital ». Les directeurs médicaux de crise de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, ont pourtant prévenu dans cette tribune en date du 27 mars. Dans les 15 prochains jours, les contaminations ayant déjà eu lieu, nous avons une quasi-certitude sur le nombre de lits de soins critiques qui seront nécessaires et nous savons d'ores et déjà que nos capacités de prise en charge seront dépassées. Parce que souvenez-vous, pendant la première vague, on disait beaucoup que les décisions prises maintenant auront un effet dans 3 semaines. Regardez les courbes, on a pris maintenant des décisions. Ça veut dire que pendant les 2 semaines à venir, là, ça va continuer à monter, ça va continuer à surcharger des établissements médicaux. Contrairement au président de la République, dont l'entourage continue de louer les talents d'épidémiologiste en chef, ces spécialistes estiment devoir pratiquer dans les prochains jours une médecine de catastrophe, qui consiste à faire le tri des patients afin de sauver le plus de vies possible. Ce tri concernera les patients Covid et non Covid, précisent-ils dans leur texte, qui a fortement déplu à certains macronistes, à l'instar du député LREM et questeur de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier, qui s'en est pris vertement au directeur général de la PHP. « La seule chose que Martin Hirsch a prévue, c'est de ne rien prévoir », a-t-il notamment affirmé sur CNews. Il les a bien accrochés, lui, quand même. Hein. Faut y aller pour dire que c'est la PHP qui avait qu'à mieux s'organiser. Faut y aller, quand même. Hein. Waouh! Aux hospitaliers qui ouvrent chaque jour de nouveaux lits de réanimation en affectant du personnel pour les malades du Covid, Emmanuel Macron n'a pas hésité à demander un nouvel effort, afin de continuer à assurer une continuité des soins pour les patients atteints de maladies graves, comme les cancers. Les chiffres sont sans appel. Mardi, 1470 malades du Covid étaient pris en charge en réanimation en Ile-de-France. 156 nouveaux malades sont entrés en réanimation dans la journée, alors que 115 en sont sortis. Dans les autres services, donc ça veut dire qu'il y en a plus qui rentrent que de gens qui sortent. Dans les autres services, 3490 malades du Covid sont hospitalisés. Ça, c'est juste pour l'Île-de-France. Le médecin hépatologue. Hépatologue, hein. Les pathologies, c'est quoi ça? C'est le sang? Non, c'est hématologue, ça. L'hépatite, c'est quoi une hépatite? C'est le foie, non? Le médecin hépatologue Anne Gervais, qui exerce à l'hôpital... Tiens, dites-moi, c'est quoi hépatologue? C'est le foie, j'avais bon. Qui exerce... Hop, un camembert vert. Rose, je sais plus ce que c'est bio. Qui exerce à l'hôpital Louis Mourier à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, décrit les conséquences concrètes dans son exercice. Lui, il dit, alors il s'occupe pas de Covid normalement, lui, il dit, dans tous les services, on dégage des bras et les cerveaux qui vont avec pour rouvrir des unités Covid. Nos salles de réveil servent de réanimation Covid, ce qui empêche l'utilisation des blocs. En hépato-gastro-entérologie, nous n'avons plus que 12 lits contre 24 normalement. Nous devons repousser les soins non urgents des patients non Covid. On est forcé de prendre des cirrhoses décompensées en hôpital de jour. Les patients ne sont plus hospitalisés. Aujourd'hui, j'attends la fin de la crise pour programmer des examens non urgents, des écho-endoscopies, des coloscopies, en croisant les doigts pour qu'ils ne révèlent pas des cancers. Merci. Je suis là. Il y en a marre de ces décideurs qui n'ont rien fait pour diminuer les contaminations et qui nous foutent dans la merde pour arriver au pied du mur. Voilà. Sur la seule journée de mardi, 57 patients sont décédés du Covid dans la région. Le pic des admissions journalières de la deuxième vague est largement dépassé, comme le montre le graphique ci-dessous, produit par la cellule de crise de la PHP. Dans son allocution, le chef de l'État a promis des renforts supplémentaires, évoquant notamment les étudiants en médecine, les retraités, les volontaires de la réserve sanitaire, le service santé des armées. L'objectif de cette nouvelle mobilisation, portait le nombre de lits de réanimation à 10 000 au niveau national, sans trop déprogrammer. Ouais, seulement tous ces soignants sont déjà mobilisés et ils ont déjà beaucoup donné.
Bon, les courbes, là, hop, les courbes, les points, c'est fou, hop, on panique. Les nouvelles annonces de l'exécutif ne porteront leurs effets au mieux que dans une semaine, et les modélisations de la PHP pour les tout prochains jours sont bien sombres. Elles prévoient du 2 avril entre 1597 et 1977 patients en réanimation. Dans le scénario le plus noir, le palier de 2200 lits de réanimation occupée par du Covid sera atteint très rapidement. Or, il exige la déprogrammation de 80% des opérations en Île-de-France. Emmanuel Macron l'a pourtant assuré, le premier principe censé avoir guidé ses choix repose sur le fait de ne jamais transiger sur la santé des Françaises et des Français et de permettre à chacun d'être soigné dans de meilleures conditions. Bon, bah là, le pari n'est pas tout à fait réussi. Et on finit l'article. Dans la deuxième partie de son allocution, le président de la République est revenu dans le détail sur sa stratégie de vaccination, en indiquant qu'à partir du 15 avril, tous les plus de 60 ans pourront être vaccinés, suivront les plus de 50 ans à compter du 15 mai, puis tous les adultes dès la mi-juin. Il a également réitéré sa promesse d'offrir un vaccin à tous les plus de 18 ans à la fin de l'été. Une stratégie de vaccination spécifique sera déployée pour différents corps de métier, comme les enseignants et les forces de l'ordre. Les efforts d'avril d'une part et le déploiement de la vaccination d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. A-t-il affirmé. Le chef de l'État a conclu son propos en indiquant qu'il reprendrait bientôt la parole pour préciser un agenda de réouverture. Donc il va revenir, mais ce sera pour les bonnes nouvelles, à la mi-mai, ce que je vous disais sur les terrasses en ouverture, afin que les restaurants, les cafés, les lieux culturels, les salles de sport ou encore les commerces puissent avoir un peu de visibilité qui leur manque tant depuis 3 ans, depuis 1 an. Putain, j'ai l'impression que ça dure depuis des plombes. Parce qu'il ne peut pas s'en empêcher, il a également expliqué vouloir retrouver cet art de vivre à la française, selon l'une de ses expressions favorites. Certes, a-t-il faiblement concédé, il est bien normal qu'il y ait parfois de l'énervement, de l'emportement, car nous avons commis des erreurs. Cela dit, nous avons tenu, nous avons appris, et nous nous sommes à chaque fois améliorés. C'est-il tout de même enorgueilli? Je suis content qu'il sombre pas comme ça dans une spirale de dépression, à croire qu'il est une merde, à croire qu'il a mal géré le truc, parce que c'est un truc à se flinguer, quoi, quand tu rentres là-dedans. Tu te dis, putain, 30 000 morts pendant la deuxième vague, on a dépassé les 60 000, pendant la première vague il y avait 30 000 morts, on a dépassé les 60 000 pendant la deuxième. Et c'est un peu de ta faute, donc t'imagines comment tu peux te mettre à mal dormir. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un psy à l'Élysée? Est-ce qu'il y a un psy attitré, même une équipe psychologique, une équipe de psy, de psychiatres, de psychologues? Ils vont en avoir besoin, les pauvres. Hein. Parce que moi je te les fous tous sous l'exomie, là. Franchement, quand il va quitter l'ivresse du pouvoir, quand il va quitter l'hystérie de chaque instant, là, il va pouvoir se poser des questions et se dire, est-ce que j'ai tout bien fait? Non, je pense pas. Donc, dépression. Dépression, je lui souhaite une bien bonne dépression. Bonne dépression, Macron. Alors, je vous propose aujourd'hui de revenir sur Anticorps. Anticorps, vous en avez entendu parler il y a pas longtemps avec cette affaire de Blast et c'est Maxime Renaï, Denis Robert, bon on en reparlera peut-être, ce sera peut-être dans l'article. En tout cas, il y a un agrément pour Anticorps qu'il s'agit de renouveler et qui sera ou non renouvelé, on aura la réponse vendredi apparemment. Parce que cet agrément permet à Anticorps de se constituer partie civile pour attaquer des politiques en justice sur des affaires de corruption, etc. Mais pour ça, il faut un agrément. Pour poursuivre ses actions en justice, l'association a besoin d'un agrément dont le renouvellement par le pouvoir a donné lieu à une procédure intrusive et l'a placé au cœur des enjeux politiques. Jean Castex doit trancher vendredi au plus tard. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette affaire d'Anticorps, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça flippe, j'adore les photos de Libé comme à chaque fois. Jean Castex et Éric Dupond-Moretti au tribunal judiciaire de Bobigny. Albert Facelli, voilà, très belle photo. Achetez Libé. Loi climat. À l'Assemblée, la bataille idéologique est lancée. Michael Correia, qui avait fait un premier article sur les lobbies, l'influence des lobbies sur la loi climat, mais là il prend un autre angle pour parler de la bataille idéologique. Cette fois-ci, on va parler d'idéologie. Dès les premières heures de l'examen de la loi climat, lundi à l'Assemblée, et lundi soir, vous vous souvenez, on a raidé le groupe parlementaire qui n'en est plus un, Égalité, Démocratie, Solidarité. Ils ont lancé une chaîne Twitch dans laquelle il y avait Cédric Villani qui animait, enfin c'était surréaliste, c'était assez marrant. Paola Forteza, il y avait Delphine Bateau, enfin les anciens du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, c'est des déçus du macronisme, plutôt tendance de gauche.
et mémé qui vient se frotter. Mais là j'ai mis du blanc exprès pour que les poils blancs ce soit moins grave. Et bon, on a regardé un petit peu les débats du coup sur leur stream. Moi j'étais dans le chat et voilà, j'avais raidé, ils étaient 100 à la base sur leur petit stream et je suis arrivé avec 1000 personnes. Je leur ai dit d'être gentil quand même, hein, je leur ai dit de pas arriver et d'être méchant et tout. C'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil, voilà. On parle du tweet de Villani, bah c'est ça, après Villani m'a affiché en mode super Usul, machin, sympa. Et on va me prendre pour quelqu'un de droite. Tout ça parce que je suis allé sur un stream, mais un stream qui était intéressant du coup, parce que les députés, ils commentaient le travail avec quand même une expertise de députés, quand même, ils connaissent bien la majorité, tout ça. Delphine Batho a même été ministre de l'écologie, donc c'était intéressant d'écouter les critiques qu'ils avaient à faire sur le travail des parlementaires maintenant, le gouvernement, etc. Mémé, elle se frotte au micro, Mémé, arrête de te frotter au micro, Mémé. En plus, il te voit même pas, tu fais ça pour rien. T'es même pas la star. Et voilà, donc on a suivi les débats avec eux. Et là où c'était marrant, c'est que des fois, c'est eux qui allaient prendre la parole là-bas. Et puis ils revenaient, ils disaient oh là là, bah, je me suis chié dessus. C'était marrant. Bref, dès les premières heures de l'examen de la loi climat à l'Assemblée lundi, la gauche comme les Républicains ont torpillé la présentation du texte par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et les 9 rapporteurs. Donc voilà un autre angle. La bataille idéologique qui va commencer à l'Assemblée sur ces questions d'écologie. Enseignants-chercheurs, moins il y a de moyens, plus le climat se dégrade, plus la sélection sociale est poussée. Quel est le lien? Quel est le rapport? Un collectif de professeurs et chercheurs titulaires ou vacataires, parmi lesquels Philippe Corcuff, Monsieur Philippe Corcuff, Eva Debré, Caroline Desjoie, Yvan Saint-Saulieu, tirent dans une tribune au Monde le signal d'alarme sur le niveau de précarité atteint actuellement dans l'université. Ils se demandent si l'amour de la recherche est devenu payant. Voilà, une tribune de chercheurs qui fait le lien entre les moyens dégradés pour l'enseignement supérieur, particulièrement j'imagine dans l'université publique, et la sélection sociale que ça pousse derrière. Donc ça me paraît intéressant de parler de la fac pour parler d'autre chose que d'y chercher des décoloniaux islamo-gauchistes. Ensuite, si ça vous intéresse, la petite politique, la basse politique, que devient Édouard Philippe? Dis donc, il a des chances, il va revenir, il va faire quoi? Macron a dit, non, il va pas me tirer dans le dos. Macron est sûr de ça, apparemment. Mais bon, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, en embuscade, 9 mois après son départ de Matignon, le maire du Havre va enfin s'autoriser à commenter la politique nationale à l'occasion de la publication d'un livre, le 7 avril, Impressions et lignes claires, coécrit avec le député européen Gilles Boyer. Gilles Boyer qui était l'ancien... Ah non, je confonds. Non, je sais pas qui c'est Gilles Boyer. C'est un député européen, voilà. Édouard Philippe, maire du Havre. Très belle photo aussi. Voilà, si vous voulez savoir ce que prépare Édouard Philippe, est-ce qu'il y a des chances qu'il revienne, vous pouvez voter pour cet article-ci. Et enfin, dernière proposition, un article d'Acrimed sur Valeurs Actuelles. Comment ça se fait? Est-ce que vous vous souvenez de Valeurs Actuelles quand vous aviez... il y a 20 ans, voilà. Il y a 20 ans, on en entendait vachement moins parler. Et pourtant, entre-temps, Valeurs Actuelles a été légitimée, et on les voit maintenant sur des plateaux télé, leurs unes sont commentées, etc. Comment ça s'est passé, cette légitimation? Une légitimation médiatique de très longue date, merci. Erouonob Nil, un article de Pauline Perrenot, Valeurs Actuelles vilipendées, puis Valeurs Actuelles recrutées. En septembre 2020, aux critiques visant un énième article raciste, succède une exposition et une assise accrue de l'hebdomadaire dans les grands médias. Indignation, digestion, recyclage. Il y a un an, Éric Zemmour suivait une trajectoire similaire, c'est que, comme lui, Valeurs Actuelles est solidement installé dans le paysage médiatique. On pourrait parfois croire ces journalistes marginaux, ce serait oublier qu'ils évoluent au contraire, dans la cour des grands bourgeois, qu'elles soient médiatiques ou politiques. Au moment, nota bene, au moment où nous rédigeons cet article, le sociologue Abdelali Hadjat a publié une longue enquête dans le carnet de recherche racisme intitulé « L'emprise de Valeurs Actuelles ». Si nos observations se recoupent, son travail quantitatif enrichit les nôtres. Avec son accord, nous reprenons donc en dernière partie ces données sur la surface médiatique occupée par les ambassadeurs de Valeurs Actuelles. Vous savez bien, un journal, on voit aussi sa puissance de frappe si on voit ses éditorialistes et ses journalistes sur des plateaux de bavardage, sur des plateaux de télé. Merci Srae. Vous noterez qu'on ne voit pas de journalistes, par exemple de Mediapart, qui tiendraient le crachoir régulièrement, invités régulièrement au plateau télé. Quand on invite des journalistes de Mediapart, quand des journalistes de Mediapart vont commenter l'actualité sur des plateaux télé, ils vont commenter l'actualité que Mediapart a sortie et sur laquelle ils ont bossé eux.
Pour parler voilà, de violences sexistes, de violences sexuelles, etc., on envoie Lénaïque Bredou. Pour parler affaires, on envoie Fabrice Arfi, etc., etc. Il n'y a pas ces commentateurs permanents comme Geoffroy Lejeune, que vous avez vu partout, qui est chez Hanouna, qui est chez Pro de temps en temps, j'imagine. Enfin voilà. Donc, vous allez pouvoir voter. Il est voilà, 45 minutes. Il va nous rester du coup 1h15 pour lire 3 articles, je pense, quelque chose comme ça. Alors... Ah, que je vais faire maintenant. Putain, c'est vrai que j'ai un bouton dessus, je m'en sers pas. Mais je suis débile. Complètement débile. Bon, vous avez voté. Merde, il n'y a plus les résultats là. Mais ah merde, j'ai pas vu les résultats. Vous pouvez me donner les résultats ont déjà disparu le temps que je fasse de la merde. J'ai vu que Valeurs Actuelles était premier, mais j'ai pas vu la suite. Après Valeurs Actuelles, c'est quoi? J'ai trouvé le bouton, putain, quel débile. Je suis pas de gauche, mais j'adore tes revues de presse. Bah oui, bah parce que de toute façon, on ne fait que lire des articles, je vous fais pas de l'idéologie. Anticorps en 2, très bien. En 3, c'est quoi? Le premier, c'est Édouard Philippe. Foutez pas de ma gueule, ça j'ai vu, ça. Hein. Loi Climat en 2e, non. Ensuite, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Et ensuite, Loi Climat. Et ensuite, Édouard Philippe. Tout le monde s'en fout d'Édouard Philippe, c'est ça? Tout le monde s'en fout? Ah, il faut pas utiliser le bouton? C'est intéressant, mais je pense que le traitement actuel rate cet aspect. De quoi? Mauvaise idée d'utiliser le on-off régulièrement comme ça, c'est pas toujours très résistant sur la durée. Ah bon. Bon bah voilà, on l'a dans l'ordre. Donc, on va commencer par Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles. Vous avez peut-être découvert Valeurs Actuelles ces dernières années. Bah, cette publication existe depuis quand même un petit peu de temps. Et bah, on va remonter un petit peu dans le temps pour voir comment ils ont établi une véritable... omniprésence dans les médias, une emprise même sur certains médias, comment des anciens de Valeurs Actuelles aussi sont placés à la tête par exemple du service politique d'Europe 1, comment la droitisation vient de Valeurs Actuelles, hein. Tu veux droitiser ton média, tu prends un journaliste de Valeurs Actuelles, t'es sûr que t'es un putain de facho, et que voilà, bonne pioche. Valeurs Actuelles. Donc c'est un article d'Acrimed, si vous connaissez pas Acrimed, c'est l'Observatoire des médias, Action Critique Média, ça a bientôt 25 ans ce truc là, ouais, un truc comme 25 ans maintenant Acrimed. Et on en a déjà parlé. Bonjour Bolchegeek, qui est de passage ici. Alors, le 28 août, Valeurs Actuelles publiait un article raciste. Tiens, étonnant. Flanqué d'un dessin figurant la députée Danielle Obono de la France Insoumise en esclave, nue, les chaînes au cou. Tollé quasi général de la classe politique et médiatique, feignant de découvrir l'eau tiède, et la ligne éditoriale d'une publication d'extrême droite comptant parmi de nombreux faits d'armes l'exploit d'avoir été condamné à 2 reprises en 1 semaine pour provocation à la discrimination. C'était en 2015, sous la direction d'Yves de Kerdrel. Aujourd'hui, de Kerdrel exhibe sa tristesse de voir cet hebdomadaire salir ainsi une députée et banaliser un racisme odieux. Cela traduit la dérive extrémiste de ce journal qui se met en place depuis mon départ. Ça devait être bien quand il était là, vu comment il a l'air raisonnable ici. Merci, Even35. Donc c'est un article de Pauline Pernaut et on va revenir sur comment, en fait même avant, hein, c'était déjà chaud, la bouffonnerie de l'ancien directeur du magazine fait écho à celle des plus hautes sphères de l'État. Emmanuel Macron affirme aujourd'hui sa condamnation claire de toute forme de racisme, cité par le Parisien, 1er septembre, mais posait hier en une de l'hebdomadaire, et à qui il accordait un entretien, hein, en bras de chemise pour une confession en tête-à-tête autour de l'immigration. Un très bon journal, plaidait-il alors, les bâtards. Paraphrasé par Marlène Schiappa, qui revendiquait fièrement, fin août, d'avoir donné une interview à Valeurs Actuelles, peut-être même plusieurs, sans que cela revienne à encourager ou crédibiliser le journal. Elle a même accordé, vous avez vu les petits formats carrés là qui font VA+, ils ont, je crois que ça s'appelle comme ça leur truc. Et ben elle leur a accordé aussi un long entretien à VA+, il y a quelques mois à peine. Ça parle que des Arabes, hein. Tout le long ça parle des Arabes, bon c'est super. Et pourtant si, cette dernière remettait d'ailleurs le couvert le 5 novembre pour un entretien exclusif, voilà, c'était de ça dont je parle. Mais cette légitimation n'est pas seulement l'apanage du gouvernement, et de la classe politique plus largement, gauche comprise, parce qu'il y avait, je crois, Alexis Corbière à qui on a reproché d'avoir accordé un entretien à Valeurs Actuelles aussi, il me semble. C'est le format Combinazi, oui c'est un peu ça. Mais oui, AJ+, Combini, oui, c'est ça. VA s'est fait ban de la section francophone de Reddit. J'arrive en cours de route, je sais pas si ça a été évoqué. Non, et je pense pas que ça va être évoqué dans l'article, là on est très sur la presse. Mais voilà, bon, déjà, le pouvoir a contribué à légitimer Valeurs Actuelles en leur accordant des entretiens, et Macron est allé jusqu'à dire « c'est un très bon journal ». Bon, très bien.
Le champ où donc cette légitimation n'est pas seulement l'apanage du gouvernement, le champ où Valeurs Actuelles a su au fil des 10 dernières années notamment se tailler une place de choix reste surtout celui des grands médias. Des journalistes plébiscités par les patrons et les chefferies éditoriales. Le Mercato 2020 aura sans doute mis un coup de projecteur inégalé sur les indignations sélectives du huis clos journalistique. Merci Mayred Flower, voilà c'est bon. Chez nous, on écoute en famille, les petits 2 et 4 ans s'endorment avec les streams, putain les pauvres. Un paléopolitique sur l'évolution du vocabulaire de l'extrême droite de la politique de l'immigration qui devient la remigration, merci. Bah écoutez, bon après-midi la famille. Et dormez bien les enfants si vous m'écoutez. Donc, à la suite de l'affaire Obono, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, voit s'interrompre une collaboration quotidienne de 3 années avec LCI. Mais trouve refuge chez Cyril Hanouna, où il est embauché comme chroniqueur. Le PDG de TF1, Gilles Pélisson, estime que ce qu'a fait Valeurs Actuelles est indigne de notre époque. Mais LCI continue de recevoir des journalistes de l'hebdomadaire, et en plus de salarié Éric Brunet, qui en est une ancienne plume. Ben ça je ne savais pas qu'Éric Brunet venait de Valeurs Actuelles, mais ça explique beaucoup de choses, on comprend mieux. Valeurs Actuelles suscite l'effroi, mais sa tête d'affiche, Louis de Ragnel, est propulsé à la tête du service politique d'Europe 1, ça je vous l'ai dit. Les salariés d'Europe 1 s'indignent, mais Charles Villeneuve, vice-président de la société éditrice de Valeurs Actuelles, reste une grande voix de l'émission hebdomadaire de débat de la station d'Arnaud Lagardère, et omniprésent dans la rédaction, selon un témoin cité par Le Monde. Charles Villeneuve, c'était celui qui faisait le droit de savoir sur TF1, c'était toujours des reportages où tu suivais la police, où il y avait des quartiers chauds, ou machin, tout ça. Vraiment la grande époque de l'insécurité, matin, midi et soir. Charles Villeneuve en a été un acteur clé à ce moment-là quand il était chez TF1. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, affirme qu'aucun propos raciste n'est acceptable, mais donne son aval pour recruter la rédactrice en chef adjointe de la rubrique France de Valeurs Actuelles, Solange Bietch-Charreton, en tant qu'éditorialiste politique dans l'émission 22h Max. Pendant ce temps, les têtes d'affiche de l'hebdomadaire, Charlotte Dornella, Gilles-William Goldnadel, Jean-Claude Dacier, Tugdual Denis, Raphaël Steinville, etc. continuent de jouer à touche-touche sur les chaînes d'infos de manière plus ou moins régulière. Avec cette petite coquetterie du service public, si les informés de France Info semblent s'être séparés de François Dorcival, c'est même le nom est d'extrême droite. Ils continuent leur collaboration avec Arnaud Benedetti, chroniqueur politique chez Valeurs Actuelles. La différence ? Le premier était présenté comme éditorialiste chez Valeurs Actuelles, le second, selon les cas, comme professeur associé à la Sorbonne Paris, spécialiste de communication politique, ou rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Donc on le déguise en... Non, il n'est pas de Valeurs Actuelles. Bon, il est quand même à Valeurs Actuelles, hein, Arnaud Benedetti. Et les informés, c'est service public. Hein. Les informés, France Info, Jean-François Aquili. Vous écoutez, c'est ce truc-là, les informés. En gros, t'as 4 personnes, de différents journaux qui viennent et qui donnent leur avis de merde. Des fois, il y a Sophie de Menton. Enfin, c'est vraiment le comptoir, le bistrot, quoi. Mais le bistrot, bon, Sud Radio, on comprend. LCI, ces chaînes-là, d'accord. Mais France Info, merde, c'est le service public, on veut des infos, quoi. C'est vraiment pas très bien, hein, les informés. Je sais pas s'il y en a qui écoutent les informés, mais... non, hein, vous dites c'est nul, les informés, c'est dur à écouter. C'est du bavardage, quoi. C'est vraiment du bavardage. Donc il le présente différemment. La banalisation passe aussi par le déguisement, et il est systématique. Arnaud Benedetti intervient sous couvert de ses étiquettes dans chacun de ses très nombreux passages médiatiques. Du 1er septembre au 23 novembre, il a cumulé pas moins de 66 interventions sur les plateaux de France Info, Sud Radio, CNews, BFM TV, LCI et Public Sénat. Je connais pas sa gueule à lui. On va regarder sa gueule, on va voir si ça se voit qu'il est d'extrême droite. Ah non, putain, je connais pas sa gueule, je regarde pas assez les chaînes d'infos. Vous le connaissez, vous ? Avec sa tête, là ? Ça se voit pas forcément qu'il est d'extrême droite, ça se voit pas. Peut-être pour ça, le côté déguisement. Bref. Alors bien sûr, il arrive que des journalistes protestent. En septembre, la Société des rédacteurs d'Europe 1, subitement prise de pudeur, s'est farouchement opposée à la nomination de Louis de Ragnel en tant que chef du service politique. Et farouchement dont aura eu raison. Je veux dire, c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre l'interview de Sonia Mabrouk qui s'en prend à Mélanie Luce. Hein. C'est cette ambiance-là maintenant, Europe 1. Europe 1 est devenue une chaîne d'extrême droite comme les autres. Et farouchement dont aura eu raison, comme ailleurs, l'autoritarisme de la direction. Ragnel sera finalement chef adjoint du service politique. Donc il n'est pas chef du service politique, il est chef adjoint.
Oui, il y avait un côté Poutou, oui, bah vite fait. Hein. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous passez par là, c'est ce soir à 20h sur la chaîne Twitch de Bolchegeek, l'entretien exceptionnel avec Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle, Philippe Poutou du NPA, Philippe Poutou, qui est conseiller municipal de la ville de Bordeaux tout de même. Donc un vrai politique, hein, un décideur quelque part, c'est un décideur. Voilà, j'ai fait la promo, je sais pas si t'es encore là, Bolchegeek, mais j'ai fait mon boulot. Un événement qui nous rappelle combien... Alors, pas l'événement. L'événement, c'est l'arrivée de Louis de Ragnel à la tête adjointe du service politique. Un événement qui nous rappelle combien certaines sociétés de rédacteurs ou de journalistes pèsent sur les orientations éditoriales, c'est-à-dire peu. Mais surtout, combien les directeurs et patrons de chaînes chérissent les journalistes de Valeurs Actuelles et autres éditocrates réactionnaires qu'ils promeuvent. Donc la bourgeoisie, elle va pas d'un coup dire voter Marine Le Pen. Elle va subtilement peser là où elle peut peser. Ces éléments les plus radicalisés vont essayer d'avoir une influence. Partout où ils peuvent avoir une influence, bah ça veut dire ça. Ça veut dire une métamorphose du paysage médiatique qui jusque-là était aligné certes sur un consensus néolibéral un petit peu conservateur, mais qui maintenant se cache pas d'assumer un bon côté identitaire, et ça va se voir dans les rédactions, ça se voit au destin des journalistes de Valeurs Actuelles qui se retrouvent éparpillés dans le reste de la presse qu'on n'aurait pas dit à la base d'extrême droite, a priori. Voilà. Philippe Poutou. Yo la gauche, salut Bilio. Je bois un peu de café, hein. Non, c'est pas dit en 1er avril, hein, le truc de Poutou. Hein. Le segment de Canteloup sur Europe 1, le jour de l'arrivée de Ragnel, il y avait assez peu de chill. Tu l'as? On peut l'écouter? Tu peux l'envoyer dans le chat, Pipo Mantis? Tu penses qu'on peut le... Moi, ça m'intéresse de voir comment les auteurs de... S'il y a eu réaction à ce moment-là dans la rédaction. Parce que c'est vrai que souvent, les humoristes peuvent dire des choses que les journalistes ne peuvent pas dire. C'est le cas à Mediapart. Hein. Moi, j'ai le droit de dire des trucs que les journalistes ne peuvent pas dire. Les journalistes, leur rôle, c'est de faire de l'information. Moi, je suis là pour faire un peu plus d'opinion, d'édito. Moi, j'ai le droit d'y aller. Les journalistes, un peu moins. Mais c'est un peu pareil pour les humoristes. Canteloup, humoriste. Bah, il a 3 auteurs au moins, je crois. Salaud. Merci H311.exe. Merci Écart aussi. Il y en a qui trouvent le truc ou... T'es le réac de chez Mediapart? Non, salaud, pas le réac. Je suis l'aile gauche, c'est dire. Je suis l'aile gauche, c'est dire. Non, ça va. Il faut que les bonnes relations presque organiques entre Valeurs Actuelles et le patronat ne datent pas... Il faut dire que les relations organiques entre Valeurs Actuelles et le patronat ne datent pas d'hier. Depuis le début des années 90, les actionnaires majoritaires du groupe Valmonde, qui édite Valeurs Actuelles, sont tous des piliers du capitalisme français. Le financier français Marc Ladré de la Charrière, en 1993. Vous connaissez bien normalement Marc Ladré de la Charrière, hein, Webedia maintenant. Donc lui, il avait mis des billes dans Valeurs Actuelles. Puis en 98, Serge Dassault. Ah bah oui, bah tant qu'à faire. Hein. Vous connaissez Serge Dassault aussi, hein, le père d'Olivier Dassault. Rest in peace. Le géant pharmaceutique Pierre Fabre à partir de 2006 via sa holding personnelle Sud Communication, et enfin depuis 2015 l'homme d'affaires franco-libanais Iskandar Safa via son groupe Privinvest. Voilà. 92e fortune française qui, donc Iskandar Safa, c'est la 92e fortune française qui, comme le relevait une longue enquête de Bastamag en septembre 2019, multiplie les affaires dans la construction navale, civile et militaire, notamment avec l'Arabie Saoudite. Le patronat n'a par ailleurs jamais eu à se plaindre du magazine. La rédaction de Valeurs Actuelles a toujours fait preuve d'une absolue servilité vis-à-vis de l'ordre économique dominant. À titre d'exemple, les unes, peu nombreuses, que le titre consacre aux questions économiques, font la part belle à Agnès Verdier-Molinier, que vous connaissez sans doute, un grande turiféraire du capital et pourfendeuse des services publics. Merci Dark Selfir pour ton abonnement de niveau 1. Elle, c'est vraiment Agnès Verdier-Molinier, là, c'est vraiment la néolibérale folle furieuse, qui veut qu'il n'y ait plus d'État, qui veut qu'il n'y ait plus de services publics, les impôts coûtent cher, supprimez-moi ça, chacun sa merde, quoi. Voilà. D'après toi, c'est une transformation des lignes édito ou une décomplexion d'origine déjà présente dans les rédactions? Non, je pense qu'il y a une reprise en main des rédactions avec, c'est ce que je dis, quoi. La bourgeoisie fait passer aussi ses obsessions de maintenant. Pendant longtemps, on a contenu les obsessions identitaires de la bourgeoisie, mais via les revendications qui commencent à y avoir maintenant, les revendications antiracistes, machin, ils sont en train de se raidir à fond.
Ils sont en train de se raidir à fond, et maintenant, surtout avec l'aval de Macron, il n'y a plus de problème, en fait. Allons-y sur une ligne identitaire, réactionnaire, raciste. Et voilà, oui, en effet, ils se décomplexent, si vous voulez, ils se décomplexent. Les cris anti-système de Valeurs Actuelles sont aussi forts que l'est leur insertion dans les réseaux de pouvoir. Dans 2 articles publiés à 1 an d'intervalle dans Le Monde, Ariane Chemin, qu'on a reçu ici, et François Krug chronique sur la période précédente les entrées des membres de Valeurs Actuelles dans la sphère politique, et pas des moindres. Ainsi, Louis de Ragnel travaillait au ministère de l'Intérieur sous Claude Guéant, donc Sarkozy, s'il y était lié d'amitié avec Sylvain Faure, futur proche conseiller d'Emmanuel Macron. Merci Pierre Minuit. Donc là, l'idée, je pense que c'est de... Bon, bah c'est pas grave, Pipo. C'est pas grave. Vous voyez, l'idée que, en fait, c'est des gens qui évoluent dans les mêmes sphères. Depuis le temps que moi je vous le dis, hein, les bourgeois, les fachos, c'est les mêmes aussi parfois. Le racisme vient souvent du haut, le poisson pourri par la tête, comme on dit. Donc très bien insérés en fait dans les réseaux de pouvoir ces gens-là. Louis de Ragnel s'était lié d'une amitié forte avec Sylvain Faure, futur proche conseiller d'Emmanuel Macron. La rédaction tout entière a par ailleurs toujours reçu un très bon accueil à l'Élysée. Au printemps 2019, Macron avait convié Lejeune et Dornelas à la remise de la Légion d'honneur de l'ami Michel Houellebecq, une cérémonie en très petit comité. Cérémonie qui se conclura en toute intimité lorsque Brigitte Macron emmène un petit groupe de reporters de Valeurs Actuelles, privilégiés mais esseulés, visiter le palais. C'est génial! Ah, j'avais pas l'info, ça. C'est-à-dire, en effet, peut-être les autres journalistes les aiment pas trop, du coup ils sont un peu entre eux, mais Brigitte Macron, elle leur a fait visiter le palais. C'est trop mignon. Merci Brigitte Macron. Rien de nouveau, toutefois. Dès 2016, peu après la création de l'REM, Emmanuel Macron entreprenait un déplacement privé au Puy du Fou, au cours duquel seuls 2 journalistes étaient priés de l'accompagner. Sébastien Valliela, photographe de l'agence Best Image de Michel Marchand, la fameuse Mimi Marchand, et Tugdual Denis de Valeurs Actuelles. Et les 2 journalistes du Monde de poursuivre, on retrouve même la trace de Valeurs Actuelles dans le scandale Benalla. Charles Villeneuve a enchaîné les rencontres avec lui avant ses auditions devant la commission d'enquête du Sénat, lui prodiguant quelques conseils. Puis, à l'automne, Valeurs Actuelles publiait une interview avec l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Donc ils ont plutôt été du côté de Benalla, et dans l'idée de couvrir un petit peu le pouvoir et de faire redescendre un peu la pression autour de ça, et même de l'aider dans sa communication. C'est formidable, ils sont dans tous les bons plans. Puis à l'automne, interview. Le 16 septembre, c'est au tour de Camille Pascal, ancienne plume de Valeurs Actuelles et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, d'être recruté au cabinet de Jean Castex, et ce, malgré une condamnation pénale. Si les membres de l'hebdomadaire naviguent gaiement entre réseaux macronistes et sarkozystes, ils sont également tout particulièrement insérés dans les milieux catholiques d'extrême droite. De Charlotte Dornelas, membre du conseil d'administration de SOS Chrétien d'Orient, à Geoffroy Lejeune, qui ne cache pas sa proximité avec Marion Maréchal, une de ses amies les plus chères, dit-il dans Le Monde. Des sympathies qui, plus est, historiques, avant de rejoindre Valeurs Actuelles en 1987, qu'il dirigera pendant 6 ans avant de rentrer à LCI, Patrick Buisson, ex-conseiller de Sarkozy, a passé 6 années à l'hebdomadaire d'extrême droite Minute, dont une en tant que directeur de la rédaction. C'est également le cas d'Arnaud Floch et de Cyril de Beketch, ayant commencé leur carrière à Minute, avant de rejoindre Valeurs Actuelles, où ils officient encore aujourd'hui en tant que directeur délégué de la rédaction. Vous voyez le nombre de noms de bourgeois? Vous voyez les petites particules là qui se baladent comme ça? Ah, on n'est pas à LO, hein. Et ce n'est qu'un aperçu. Les tickets d'entrée de ces rédacteurs dans le champ politique sont multiples, et leur pratique assidue du journalisme de coulisses se traduit par la publication d'essais intimistes et racoleurs. Depuis Le Mystère Villiers à La vérité sur le mystère Fillon de Tugdual Denis, en passant par Une élection ordinaire dans laquelle Geoffroy Lejeune imagine l'élection d'Éric Zemmour à la présidence de la République. On en rêve tous. Eh bien, il a fait un petit essai là-dessus. Merci LDF Corporation qui a offert un abonnement à Escorian. Autant d'ouvrages qui valent à leurs auteurs de sympathiques tournées chez les confrères fascinés. Mon confrère et ami Tugdual Denis a écrit un livre de cuisine absolument fascinant, passionnant. C'est quelqu'un qui a fréquenté pendant 1 an François Fillon, sa famille, ses enfants, ses amis. C'est un roman vrai, dit André Berkoff à propos de La vérité sur le mystère Fillon. Ah non, alors André Berkoff, c'est pas comme ça, c'est... Vas-y, c'est plutôt comme ça, André Berkoff. Loin d'être des marginaux, ces journalistes sont donc issus du sérail, familier des milieux politiques. Une belle... J'avais regardé la biographie d'André Berkoff, une belle dérive, hein, le mec...
Lui, il a vraiment sombré, extrême droite, complotiste, QAnon, alors que le mec c'était un proche de François Mitterrand et Jacques Attali. Mais faut croire que ça paye mieux d'être à l'extrême droite aujourd'hui, t'as plus de place dans les médias, t'as plus de... Voilà, bah oui. Mais si les patrons ils réclament des gens d'extrême droite, eh ben les gens ils vont dire très bien, bah moi je peux faire ça, extrême droite, c'est pas compliqué, et hop, facile. Comment parfois les règles aussi économiques du champ médiatique produisent des parcours, influent sur des parcours idéologiques chez des petits acteurs comme ça. Il nous fait une Onfray, oui, bah Onfray pareil, hein, s'il était resté de gauche, est-ce qu'il serait... Enfin, resté de gauche. S'il avait vraiment un discours de gauche, est-ce qu'il serait autant invité partout, tout le temps mais pourquoi on a l'impression qu'il pousse pour que l'extrême droite arrive au pouvoir alors qu'il semble bien accommodé de Macron? Il n'y a pas besoin que l'extrême droite arrive au pouvoir, elle est peut-être déjà au pouvoir en fait, posez-vous la question, dites-vous que réécoutez ce que disait Collomb sur le benchmarking des migrants, réécoutez ce que dit Marlène Schiappa, réécoutez ce que dit Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, etc. Dire la rhétorique identitaire a été pleinement intégrée, en fait, à la gestion du pouvoir, à la gestion des populations et à la création d'un discours. Ça a été pleinement intégré. L'idée, quand Macron décide de se mettre bien avec Valeurs Actuelles, c'est pas de faire monter l'extrême droite contre lui, c'est au contraire de dire à l'extrême droite, regardez, je fais le boulot aussi, hein. Donc loin d'être des marginaux, donc ça on l'a déjà dit. Ces journalistes sont donc issus du sérail familier des milieux politiques, économiques, entre guillemets intellectuels ou même sportifs, qu'ils fréquentent, investissent et desquels ils tirent une légitimation et un carnet d'adresses. Investissez les médias, une longue ascension. La rédaction de Valeurs Actuelles bénéficie également de fortes connexions de certains de ses membres au sein des grands médias où ils ont occupé des postes clés. Ainsi, Jean-Claude Dacier, membre du comité éditorial de Valeurs Actuelles, a-t-il été par le passé directeur général de LCI, ancien rédacteur en chef des journaux d'Europe 1, son directeur adjoint de l'actualité, puis son directeur de la rédaction. Il a également occupé des positions de pouvoir dans la direction d'Eurosport et de TF1. Merci Paul Alain. En 2017, nous dit Cénovis de gauche, en 2017, Macron voulait gagner des gauchos en allant à Mediapart, maintenant il go VA pour 2022. Oui, je crois qu'ils ont un peu lâché l'affaire. Les gauchos, ils voteront pas trop pour lui, ils ont fait le deuil, donc il faut ratisser très large à droite. Donc Jean-Claude Dacier, on a parlé de Jean-Claude Dacier. Entre Bouygues et Valeurs Actuelles, c'est même une histoire d'amour. Oui, parce que TF1 et LCI, c'est le groupe de Bouygues. Entre Bouygues et Valeurs Actuelles, c'est une histoire d'amour. Charles Villeneuve fut présentateur-producteur à TF1, donc ça je vous en parlais, le droit de savoir, après avoir été directeur de la rédaction d'Europe 1, puis journaliste à Paris Match. Et Étienne Moujotte, vice-président du groupe et directeur d'antenne. Étienne Moujotte aussi est passé par Valeurs Actuelles. C'est ça que tu dis? Ah non, président de Valmonde, donc président du groupe qui possédait Valeurs Actuelles. La télévision publique ne manque pas à l'appel. Anciennement directeur du cabinet du président du CSA, Camille Pascal a été recruté par directeur de cabinet du président du CSA. Et on s'étonne que le CSA bouge pas quand il y a des trucs racistes. Eh ouais. Donc Camille Pascal. C'est qui Camille Pascal? Je vois pas à quoi il ressemble. Je vois pas sa tête. Ah bah voilà, je connaissais pas sa tête à celui-là. Donc lui, il a bossé au CSA et il évolue aussi dans les eaux troubles de la presse d'extrême droite. C'est rassurant. Il a été recruté par Patrick de Carolis comme directeur adjoint de France Télévisions en 2006, avant de passer secrétaire général du groupe, puis directeur de la communication. Les liens sont tout aussi forts avec la presse d'opinion de droite et la presse économique. Merci Dayoum FGC. Merci pour ton travail, salut à tous. Le CSA, c'est l'IGPN de la télé, mais complètement. Bien vu. Les liens sont tout aussi forts avec la presse d'opinion de droite et la presse économique. À partir d'Europresse, le sociologue Abdelali Hadjat a construit pour son enquête, alors si vous voulez lire l'enquête, l'emprise de Valeurs Actuelles par Abdelali Hadjat, c'est un peu plus long à mon avis que ce qu'on lit là, ouais c'est assez long, mais si vous voulez creuser le sujet, je vous mets le lien dans le chat. Voilà, Abdelali Hadjat, qui est un chercheur aussi. Donc le sociologue Abdelali Hadjat a construit pour son enquête une base de données afin de mesurer la surface médiatique occupée par les principaux auteurs de Valeurs Actuelles depuis mars 2000. Cherchant d'abord à rendre compte de la circulation de ces derniers d'un média à l'autre, le sociologue montre que la majorité des journalistes et chroniqueurs-chroniqueuses de Valeurs Actuelles sont d'abord passés par Le Figaro, Les Échos, L'Express, Le Point, etc.
À propos du Figaro, Abdelali Hadjad postule même un lien organique, ce que confirment Ariane Chemin et François Krug dans l'enquête du Monde précédemment citée. Actuel rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, Raphaël Steinville fit un passage au Figaro Magazine. Directeur général de Valeurs Actuelles en 2012, Yves de Kerdrel était auparavant journaliste au Figaro. À l'époque, journaliste à Valeurs Actuelles, Alexis Brézé est aujourd'hui directeur des rédactions du Figaro, et désormais c'est le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, qui tient la chronique « La lettre de Monsieur de Rastignac » dans Valeurs Actuelles sur son temps libre. François d'Orcival a quant à lui collaboré à la fondation du Figaro Magazine où il continue de rédiger des éditos en 1977, période à laquelle il était rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Donc il y a des liens organiques entre le Figaro et Valeurs Actuelles, c'est un peu la même soupe, en tout cas les journalistes vont de l'un à l'autre avec une certaine aisance. Cette conquête des hautes sphères médiatiques et de la respectabilité qui en découle, l'hebdomadaire en fait une stratégie éditoriale et politique. Investissez les médias, c'est le conseil que leur avait donné en 2012 le spin doctor de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, rapporte Le Monde. Un conseil qui a porté ses fruits si l'on s'en tient à l'accueil que leur réservent leurs confrères. Quand on est bon, on nous signe. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on sait se faire de plus en plus inviter, se flattait François d'Orcival dans Le Parisien. Connaissant les plateaux sur le bout des ongles, les chroniqueurs savent également tirer profit des pires mécanismes médiatiques. Dans la petite bande de trentenaires qui dirige Valeurs Actuelles, on se flatte de posséder un radar à bad buzz. Peut-on lire sous la plume des journalistes du Monde. Ils poursuivent en citant le livre Fiction de Geoffroy Lejeune où ce dernier divulgue les stratégies de Valeurs Actuelles. Le magazine était coutumier des titres racoleurs. La presse tombait systématiquement dans le panneau, reprenant leurs couvertures les plus hardcore pour en faire des scandales. En effet, en août 2020, l'article raciste ciblant Daniel Obono s'est certes soldé par une indignation quasi générale, mais les têtes d'affiche de Valeurs Actuelles ont tout de même fait le tour des plateaux pour s'en expliquer. Visibilité de malade, du coup. Un petit peu comme Génération Identitaire, vous savez, quand ils déploient leur banderole place de la République, alors même qu'il y a des milliers de personnes qui viennent gueuler contre le racisme d'État, les violences policières, etc. Et ben finalement c'est eux qu'on invite sur des plateaux, ça leur a ouvert un boulevard, ils ont voulu choquer, donc derrière, ah bah vous avez choqué, alors on va inviter un pour, un contre, on va discuter de ce scandale, machin, et on se retrouve avec Thaïs Descuffion là, chez Hanouna, voilà. En définitive, sur les 10 dernières années notamment, peut-être que nous qu'il faut qu'on choque, peut-être nous il faut qu'on choque un peu plus. C'est peut-être ça. En définitive, sur les 10 dernières années, notamment, nombreux sont les journaux, télé ou radio à avoir accueilli les membres de Valeurs Actuelles à bras ouverts, pour des interviews ou pour leur confier ce qu'il est convenu d'appeler un billet d'humeur. Dans l'enquête précédemment citée, Abdelali Hadjad met des chiffres sur cette surreprésentation médiatique observée entre 2000 et 2020, en particulier dans l'audiovisuel. Il s'agit surtout de, alors je ne vais pas vous lire les chiffres, mais je vais vous donner le classement, il s'agit surtout de RMC, Europe 1, LCI, iTélé, devenu CNews, et dans une moindre mesure, BFM TV, RTL, Arte, Radio Classique, France Info, France 5, la chaîne parlementaire, France Inter, etc. Les émissions les plus ouvertes aux collaborateurs et collaboratrices de Valeurs Actuelles sont celles qui sont animées par des chroniqueurs et des chroniqueuses de ce même hebdomadaire. Carrément Brunet, sur RMC, l'édito de Catherine Ney sur Europe 1, les grandes gueules sur RMC, etc. Et les émissions d'actualité politique aussi, le débat sur LCI, 28 minutes sur Arte, On refait le monde sur RTL, C'est dans l'air sur France 5, etc. Un exemple édifiant, au début des années 2010, déjà membre de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune était chroniqueur aux 22h de Public Sénat. Public Sénat, quoi. Et intervenait sur iTélé, dans l'émission On ne va pas se mentir, présentée par Léa Salamé, Marc Fauvel, puis Audrey Pulvar. Audrey Pulvar invitait Geoffroy Lejeune. En 2014, il participait à l'Humeur du jour sur Europe 1. En 2015, c'était une voix des coulisses de la politique, émission de Sud Radio. En 2018, il rejoignait chaque jour la matinale de LCI pour 2 billets d'humeur dans un ton corrosif, où il restera 2 saisons durant. Le Figaro, voilà, ça c'était dans le Figaro. En 2020, donc on parle toujours de Geoffroy Lejeune, en 2020, Geoffroy Lejeune, que normalement vous connaissez maintenant, il est encore une vraie voix de l'émission éponyme de Sud Radio, donc Les Vraies Voix, et salarié chez Hanouna. Bref, à 32 ans, Geoffroy Lejeune aura écumé un nombre considérable de grands médias, surtout privés. Mais il y a quand même un peu de public. Chemin faisant, la situation se normalise, et les éditorialistes de l'hebdomadaire sont, comme leurs idées, banalisés, voire considérés comme des interlocuteurs incontournables malgré la relativement faible diffusion de leur journal. Un exemple significatif, sur France Inter, Sonia de Villers, qu'on peut difficilement soupçonner de partager la ligne de Valeurs Actuelles, n'hésite pas à inviter Geoffroy Lejeune et Yves de Kerdrel avant lui pour papoter de pluralisme, de Zemmour ou encore de terreur médiatique dans l'Instant M, son émission consacrée à l'analyse des médias le matin sur France Inter.
C'est à la lumière de telles connexions et d'une telle histoire qu'il faut comprendre le communiqué publié par Valeurs Actuelles à la suite de l'affaire Obono, en septembre dernier. Vous doutez bien que la stratégie marche, donc il continue de pousser, continue d'aller plus loin. Un communiqué dans lequel la rédaction présente ses excuses à la députée insoumise tout en contestant fermement les accusations de racisme. Bah oui, tiens. L'objectif, redorer le blason du magazine, ne pas gâter les fruits récoltés de longue date dans les sphères médiatiques et politiques. Je vous rappelle que Geoffroy Lejeune, suite à cette couverture, a été viré d'un des plateaux d'LCI. Mais bon, après tu les chasses par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Hein. Assurer les conditions d'un retour à la normale le plus rapide possible, même si évidemment Valeurs Actuelles n'est pas devenu raciste le 28 août 2020. Pas plus qu'Éric Zemmour ne s'est réveillé islamophobe le matin de son discours à la convention de la droite maréchaliste. Et ce fut chose faite, le tollé public est bien vite retombé, et la réhabilitation médiatique semble d'ores et déjà acquise à moindre frais. Sans que la moindre conséquence ne soit tirée, Valeurs Actuelles était, reste et restera fréquentable. Son insertion dans les réseaux politico-médiatiques jouant à plein. Dans l'indifférence générale ou presque, des réactions ou critiques se font jour, ici et là, comme celle du Monde, qui s'échauffe par exemple dans un éditorial contre la banalisation du racisme. L'ennui est aussi que les jeunes journalistes plus à droite que Marine Le Pen, qui animent Valeurs Actuelles, ont micro ouvert en permanence sur plusieurs chaînes d'information télévisées en continu, dont ils alimentent le moulin à polémique. Salutaire réveil, hein, donc voilà, c'était dans un édito du Monde, vous savez, les éditos du Monde ne sont pas signés, donc on ne sait pas qui a écrit ça. Mais le Monde n'a pas encore ouvert les deux yeux. Presse de référence, radio et télé publique seraient en effet bien inspirés de mettre fin à leurs amnésies opportunes en regardant en face leur contribution à la banalisation de l'extrême droite qui ne date pas d'hier et qui, comme nous le décrivions dans un précédent article, ne se mesure pas seulement à la surface qu'occupent les chroniqueurs de Valeurs Actuelles et autres agitateurs réactionnaires dans l'espace médiatique. Le précédent article, chaîne d'info, l'extrême droite en croisière, Pauline Pernaud, donc c'est la même autrice que cet article-là. D'ailleurs, cette semaine, on va peut-être lire aussi, alors pas cette semaine, mais Le Monde Diplomatique est sorti, et dans Le Monde Diplomatique, il y a un article sur les chaînes d'infos et les plateaux, rédigé par notre camarade Sophie Eustache. Donc je le mettrai peut-être au programme, au menu d'une des revues de presse du midi durant ce mois-ci. Voilà. Post-scriptum, le journal de référence s'insurge donc contre la banalisation du racisme, mais pratique-t-il autre chose que cela lorsque le directeur du Monde des Livres, Jean Birnbaum, décide de confier le monologue de clôture d'un forum philo du Monde à Alain Finkielkraut, défendant la théorie complotiste du remplacement global, l'autre nom du grand remplacement? Le même Jean Birnbaum pratique-t-il autre chose que la banalisation du racisme lorsqu'il choisit de titrer une interview avec le même académicien, c'est-à-dire Alain Finkielkraut, avec le LSD, on était tous à égalité et on riait beaucoup? Depuis le temps, de telles galanteries ne font plus rire personne, mais sans doute serait-ce trop demander à ces grandes plumes que de questionner en profondeur la complaisance médiatique vis-à-vis des agitateurs racistes, a fortiori quand, comme le décrit Sébastien Fontenelle, ces derniers sont issus de milieux intellectuels bourgeois, parisiens, partageant avec les journalistes qui leur servent la soupe les privilèges des hautes sphères, au rang desquels figure l'impunité. Très bon article de Pauline Pernaud. Merci Pauline Pernaud. C'était vraiment, j'aime bien l'idée de rappeler que c'est des gens qui sont très bien insérés dans la bourgeoisie, plus que les gens de gauche ne le seront jamais. Quand bien même l'extrême droite aime à dépeindre les gens de gauche comme des bourgeois déconnectés, machin, tout ça, c'est eux, les bourgeois déconnectés. La preuve, on n'est pas aussi présent dans les cercles de pouvoir, les machins, les trucs, et il n'y a pas des éditorialistes de Mediapart sur chaque plateau. Vous aimeriez que j'aille sur chaque plateau pour faire l'éditorialiste de Mediapart ? Pour être marrant. Acrimed, toujours top. Et ouais. GG Pauline Pernaud. Voilà. Oui, il y a des oui et il y a du non. Non, c'est bon. Non, mais on m'a déjà proposé, hein. On m'a déjà proposé d'être intervenant régulier dans une émission d'LCI le matin, machin, hein, je vous jure. Je leur ai dit, est-ce que c'est payé? Ils m'ont dit oui, alors c'était pas beaucoup. Et j'aurais dit, ouais, mais moi je suis à Lyon, moi, donc faut me payer le billet de train, l'aller-retour. Ah, vous êtes à Lyon? Des gens qui n'arrivent pas à s'imaginer qu'on puisse travailler un petit peu dans les médias et le champ politique et ne pas être à Paris. Donc, vous êtes à Lyon? Ah, d'accord. Donc là, coup de fil plus tard. J'ai demandé, en fait, non, pas pour les chroniqueurs réguliers, en fait, on rembourse à la limite le taxi, mais on a un billet de train Lyon, enfin, vous voyez, en gros, je coûtais aussi cher en billet de train qu'en prestation, si vous voulez, ou dédommagement, je sais plus comment ils appellent ça, un dédommagement du coup quand tu viens 1 heure chaque semaine sur un plateau de LCI le matin. Une fois on m'avait proposé aussi de venir chez Pujadas, vous vous rendez compte de ça?
de venir chez Pujadas et j'allais être en face de... comment il s'appelle? L'habitat Griveaux, voilà, Griveaux. J'allais être en face de Benjamin Griveaux qui était l'invité pendant 1 heure et moi je serais là pour lui porter la contradiction 10 minutes. Je fais oui, bah non, du coup c'est lui qui a 1 heure, moi j'arrive 10 minutes et le mec, non, c'est mort. Et ouais, chez Pujadas, dans 24 heures Pujadas, waouh, tu pèses dans le game en fait. Bah pas du tout, vu que j'y vais pas à chaque fois. Vu qu'à chaque fois j'y vais pas du tout. Bah ouais, non mais j'ai trop refusé de trucs aussi. Alors que Paris-Lyon en Ouigo c'est 8 €. Ah bon? Bah pour 40 balles tu peux faire l'aller, 40 balles le retour, mais enfin ça fait déjà 100 balles. Moi, hors de question que je paye ça moi-même pour aller... En plus, ça se prépare une émission, t'arrives pas les doigts dans les poches, quoi, les mains dans les poches. Ça se prépare. Genre 200 balles de TGV, c'est la mort pour ce genre de boîte. Oui, après, bon... C'est pour faire venir qui? Peut-être qu'on lui a dit ça, hein. C'est pour faire venir qui? Usul, il est machin, Mediapart. Oh ouais, c'est bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelqu'un de Mediapart? C'est qui ce Usul? J'en sais rien. Ça s'est peut-être passé comme ça aussi, hein. J'aurais été Michel Onfray, ça serait passé, tu vois. Alors, l'article suivant. Ben oui, j'ai dit l'habitat. Ben oui, parce que je me rappelais plus, je me rappelais de sa tête. Et après, je me suis dit, ah bah si, voilà. Le scandale, voilà, l'habitat, Griveaux. Voilà. Déménage à Paris. Ben non, parce que après, si je déménage à Paris, vous allez me trouver sur ces plateaux-là, j'aurai plus d'excuses pour pas y aller, puis moi-même, je vais avoir envie d'y aller, et c'est peut-être pas la meilleure idée. Quoique, quand tu vois ce que fait David Guiraud, tu te dis, ça serait peut-être salvateur. Peut-être qu'on leur a abandonné ces plateaux-là aussi. Peut-être qu'on a abandonné ces plateaux-là à valeurs actuelles. Peut-être qu'il faudrait y aller. C'est une... voilà, peut-être qu'on s'est planté depuis les années 90 et la fondation d'Acrimed et le Bourdieu sur les journalistes. Peut-être qu'on s'est planté, c'était pas la bonne stratégie. Peut-être qu'il fallait y aller. Tirer assez politique. Ah oui, c'est politique, oui, parce que c'est quand même une émission de haute tenue, donc ça va, c'est politique. Ça va, c'est pas dégueulasse, c'est politique. Bon, voilà pour Valeurs Actuelles. Libération, vous avez choisi d'en savoir plus sur Anticorps, parce que Anticorps est, comment dirais-je, a été au cœur aussi de la polémique autour de Blast. Peut-être que l'article va revenir dessus, mais Anticorps a besoin d'un agrément pour pouvoir continuer à être une association qui peut se porter partie civile dans des affaires comme l'affaire Alexis Kohler, des trucs comme ça, de corruption. Et merci McDougall. Donc on va parler d'Anticorps, parce que pour poursuivre ses actions en justice, l'association a besoin d'un agrément dont le renouvellement par le pouvoir a donné lieu à une procédure intrusive et l'a placé au cœur des enjeux politiques. Alors intrusive, c'est que le pouvoir leur a demandé le nom de leurs plus gros actionnaires, enfin c'est pas l'actionnaire, leur plus gros donateur. Et leur plus gros donateur, eh ben, c'était le même que pour Blast, et un mec qui a aussi, qui disait être un soutien d'Arnaud Montebourg. Et pendant longtemps, Anticorps n'a pas voulu dévoiler le nom de leur plus gros donateur, ce qui est normal, parce que c'est politique, c'est... Voilà, tu donnes... Enfin, c'est quand même un peu normal, au nom de la protection de je sais pas quoi. Et en fait, le nom de ce... Je me rappelle plus d'ailleurs de son nom. Mais t'es relou. Et en fait, le nom de ce gars-là a été révélé par Maxime Renaï dans l'affaire de Blast. Je sais pas si vous avez tout suivi. C'est quoi l'affaire de Blast en 2-2 ? L'affaire de Blast, c'est que Maxime Renaï, merci Descartes 2048, 2048. Mais là t'es entre moi et le micro, donc les gens ils vont pas m'entendre de ouf aussi. T'es très joli, mais c'est casse-couille. C'est un peu casse-couille. Et si je mets le micro là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Maxime Renaï s'est barré de Blast, en gros, avec Denis Robert là. Allez hop, plus tard, plus tard. Parce qu'il y avait un gros donateur qui était proche de Arnaud Montebourg, apparemment, selon ses dires au début, et qui proposait de grosses sommes pour aider Blast en l'échange d'un suivi des enquêtes. Il disait ce serait bien d'enquêter sur Anne Hidalgo, Patrick Drahi, et je sais plus qui. Et là, il y a une partie de la rédaction de Blast qui a dit bah non, on fait pas comme ça, on est indépendant ou on n'est pas indépendant, on va pas se mettre sous la coupe d'un milliardaire qui a des fonds au Luxembourg. Alors lui il dit c'est tout légal, hein, mes fonds au Luxembourg, c'est pas un exilé, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation.
Et donc c'était vraiment bizarre, voilà, pour un certain nombre de gens d'accepter ce genre de soutien. Merci, waouh, gros soutien de la part de Alibou94. Et ce donateur, voilà, Hervé Vinciguera. Merci Dracon 2 pour la précision. C'est lui, c'est Hervé Vinciguera. Maintenant on le sait, et c'est lui un des principaux donateurs d'anticorps, et il est pour faire tomber des ministres, faire la lutte contre la corruption. Et finalement il a donné que 20 000 balles sur le Ulule de Blast. Il n'aura donc pas le suivi des enquêtes, et normalement il était question que Maxime Renaï, qui était censé diriger le service enquête, en fait rende des comptes au principal donateur qui voulait foutre plus de 200 000 euros, je sais plus, dans Blast. Et donc il a choisi de partir de Blast parce que c'était pas possible. Voilà, donc les tribunaux vont-ils continuer à entendre la voix citoyenne d'Anticorps dans les affaires sensibles mettant en cause élus ou personnalités? L'autre lien, c'est que la fondatrice, une des fondatrices avec Denis Robert de Blast, est aussi membre d'Anticorps. Voilà. Ça, c'est le deuxième lien. D'ailleurs, c'est elle qui a présenté Vinciguera à Denis Robert. Je sais que c'est compliqué à suivre, mais voilà, bon. Vendredi, le Premier ministre Jean Castex devrait annoncer si le gouvernement renouvelle son agrément à cette association symbolique, l'une des 3 dédiées en France à la lutte anticorruption aux côtés de Transparency International et de Sherpa. Fer de lance contre les infractions à la probité des élus et les dérives éthiques dans la vie publique, l'association créée en 2002 peut, dotée de ce fameux agrément, se porter partie civile et déposer des plaintes, jouant le rôle d'aiguillon d'une justice parfois réticente à mettre en cause ministres ou personnalités publiques. Grâce à cette petite structure, 2 salariés, aucune subvention publique, 5000 adhérents, ou à cause d'elle, en tout cas, c'est à cause d'elle que voilà, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, les conseillers de Nicolas Sarkozy pris dans l'affaire des sondages de l'Élysée, les ministres Jean-Paul Delevoye, ou Sylvie Goulard, et bien d'autres illustres protagonistes de dossiers lourds d'enjeux ou simples acteurs publics locaux ont dû ou devront s'expliquer devant la justice. L'association a depuis près de 20 ans transmis quelques 130 dossiers au procureur sous forme de signalement, et s'est porté partie civile dans une centaine d'affaires. Petit problème, c'est le gouvernement, en la personne du ministre de la Justice, qui délivre ou pas le sésame de l'association. Justement, c'est là que ça coince. Depuis que Anticorps a porté plainte contre Éric Dupond-Moretti, pointant du doigt une incompatibilité évidente mais inédite jusqu'à présent, le garde des Sceaux, qui accorde l'agrément à l'association, est susceptible d'être visé par une procédure judiciaire lancée par cette même association. C'est compliqué. Pour la première fois, cette situation intenable se vérifie. Au cœur du problème, une inspection administrative que le ministre de la Justice s'est empressé de diligenter sur le fonctionnement du PNF, le Parquet National Financier, qui avait enquêté sur plusieurs avocats, dont lui-même, avant qu'il entre au gouvernement. Ça a été documenté notamment par Mediapart, cette histoire. Cette enquête préliminaire avait épluché leurs fadettes dans le cadre de l'affaire des écoutes Nicolas Sarkozy. Les fadettes, c'est les comptes rendus audio, si vous voulez, c'est comment on pourrait appeler ça, le verbatim des conversations audio, afin de rechercher l'auteur d'une fuite, en vain. Donc ils avaient fait la chasse aux fuites. Devenu ministre, était-il légal qu'Éric Dupond-Moretti décide cette inspection sur des services qui avaient enquêté sur lui? Anticorps et 2 syndicats de magistrats ont porté ce dossier d'une éventuelle prise illégale d'intérêt devant la justice. Bref, l'ambiance est plus que polaire entre le garde des Sceaux et Anticorps, et le sujet est devenu très politique, avec les interventions croisées de députés ou d'élus locaux, certains au soutien d'Anticorps, tel le LR Olivier Marleix, ou une brochette d'élus du PS et du PCF écrivant à Jean Castex pour que l'agrément soit renouvelé. D'autres exigeant que l'association se montre aussi exemplaire qu'elle ne l'exige des hommes politiques, principalement des députés LREM, qui œuvrent, à l'instar de Bruno Questel, pour une mission d'information sur le sujet à l'Assemblée nationale. Bruno Questel, c'est le gros nul, si vous étiez au début du stream, c'est le gros nul qu'on a écouté ramer, patauger sur les nouvelles mesures là. Et ben lui il dit faut faire une enquête sur Anticorps du coup. Très bien. En tout cas, avec un Dupond-Moretti en porte-à-faux, c'est Jean Castex qui doit trancher. Le dossier étant néanmoins instruit depuis la chancellerie par le directeur des affaires criminelles et des grâces, la chancellerie c'est le ministère de la Justice, assisté de 2 autres magistrats de cette direction en charge de l'action publique pénale. Le directeur devrait rendre au Premier ministre un avis, qui ne sera d'ailleurs pas forcément suivi, explique un député. D'accord, donc en fait Jean Castex va faire ce qu'il veut en fait. Jean Castex a dit « C'est une importante responsabilité que de disposer du droit d'agir en justice au nom de l'intérêt général, et cela impose des devoirs et une obligation de transparence. » Il faut reconnaître que le gouvernement ne s'est pas gêné pour soumettre Anticorps à une procédure particulièrement intrusive. À juste titre,
Il lui a fallu répondre et faire la transparence sur ses financements. À juste titre, dit Libé. C'est une importante responsabilité que de disposer du droit d'agir en justice au nom de l'intérêt général, et cela impose des devoirs et une obligation de transparence. Donc voilà, très bien, vous voulez que les politiques soient transparents, on va exiger qu'Anticor soit transparent. A ainsi formulé Jean Castex le 23 février en réponse à la demande d'information du député communiste André Chassaigne. Je sais pas le faire, Chassaigne. Formation. Il fait des trucs comme ça. Mais depuis que la juriste de l'association a déposé en août la demande de renouvellement de l'agrément, qui devait expirer le 15 février, Anticor a été littéralement passé au crible. Au fil d'échanges nourris, les demandes adressées par courrier ou mail et consultées par Libération se sont avérées de plus en plus précises. L'association s'est expliquée autant sur l'organisation de l'Assemblée Générale en ligne que sur la ventilation des cotisations et des dons, sur les mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts en interne, comme sur des questions générales sur son fonctionnement. Par exemple, peut-on flécher son don ? Anticor dit que par exemple on peut pas flécher son don. On peut pas dire je vous donne 5000 € mais vous enquêtez là-dessus. On peut pas faire ça. Voilà. C'était ça aussi qu'il s'agissait d'établir. Est-ce que finalement Anticor c'était pas une boîte où tu fous du pognon et en fait tu fais enquêter sur des gens qui t'emmerdent? Bon, bah apparemment, Anticor a dit non, on fait pas comme ça. Il lui a fallu remettre tous les procès-verbaux des conseils d'administration où les dons étaient évoqués, recenser le nombre d'adhérents également donateurs de l'association, compter les donateurs récurrents entre 2017 et 2020, établir le profil des donateurs les plus importants et préciser s'il s'agissait de personnes physiques ou morales, communiquer la liste de 7 affaires, de celles sur des fraudes agricoles en Corse au dossier Alexis Keller, cette affaire ayant donné lieu à une campagne d'appel aux dons afin de financer la procédure après que le bureau avait décidé de porter plainte. Mais le bras de fer s'est cristallisé autour de l'identité des gros donateurs et surtout de ce plus important mécène, on parle de 64 000 € versés à l'association en 2020, qui souhaitait garder l'anonymat. Pour le protéger, Anticor a saisi la CNIL, la Comité nationale de l'informatique et des libertés, qui lui a donné raison, considérant que l'exécutif ne pouvait pas demander à une association l'identité de ses financiers. La question avait déjà affleuré en 2020 au cours de la commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance de la justice, quand le rapporteur Didier Paris avait envisagé, au risque de friser l'abus de pouvoir, de se rendre dans ses locaux afin de vérifier l'identité des donateurs. Mais il avait fait machine arrière. Donc finalement, le nom du chef d'entreprise en question, Hervé Vinci Guerra, un temps proche d'Arnaud Montebourg et dont la fortune est placée dans les paradis fiscaux, a opportunément fuité dans la presse. Merci Dark Sephir qui a offert un abonnement à Planète Vivace. C'est dans ce contexte tendu et aggravé par la crise interne que Jean Castex doit trancher. Répondant à l'Assemblée en février qu'il vérifierait les conditions d'impartialité et d'indépendance d'Anticor, il a d'ores et déjà semé la confusion. Si le décret du 12 mars 2014 qui énumère les 5 conditions pour que le sésame soit délivré à une association indique le caractère indépendant de ses activités, il ne mentionne en tout cas nullement le mot impartialité. Preuve que la loi mériterait d'être réformée, estime Anticor, qui a adressé à la chancellerie une note de l'Observatoire de l'éthique publique prônant une réforme du service d'agrément des associations anticorruption, afin notamment d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts. C'est quand même fou que ce soit le ministère de la Justice qui délivre ce genre d'agrément, alors même que voilà, il peut lui-même être sous le coup d'enquête, et ça pourrait l'arranger tout à fait qu'Anticor n'existe pas. Pour Vincent Bringart, l'avocat qui épaule l'association dans sa procédure de renouvellement, le rôle de l'exécutif n'est pas d'être un censeur dans la lutte contre la corruption. Un refus éventuel d'agrément serait un signal désastreux pour tous ceux qui militent pour la probité et entretiendraient la perte de confiance dans le pouvoir politique. Affaire à suivre, donc, on saura ça demain apparemment, si le Jean Castex décide de renouveler cet agrément. Voilà, merci pour cet article de Laurent Léger, merci à Libération de nous avoir fait un petit point sur la situation. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde et que maintenant vous comprenez bien l'intérêt de cette question et de la décision qui sera rendue demain. Vous avez choisi, et ce sera sans doute le dernier article parce qu'il est déjà 13h28, vous avez choisi qu'on parle des enseignants-chercheurs avec cette tribune collective de Philippe Corcuff, Eva Debré, Caroline Desjoie, Yves Saint-Saulieu, qui, dans Le Monde, publie un appel, un signal d'alarme, j'ai envie de dire. Moins il y a de moyens, plus le climat se dégrade, plus la sélection sociale est poussée. Il parle de moyens attribués à l'éducation nationale, à l'éducation supérieure, pardon, à l'ESR, à l'enseignement supérieur et la recherche, donc les facs publiques, et apparemment, moins il y a de pognon, plus ça creuse les inégalités sociales. Mais comment ça se fait, ça, cette histoire, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va lire cette tribune ensemble. Je finis mon café et on se lance. Cette photo de deux mecs qui pissent contre le mur. Elle était bien la photo de Libé, moi je trouve qu'elle était bien.
LREM, ils vont tellement se manger Fabrice Arfi et Anticor en embuscade dans les années qui viennent. Ouais. On va lire l'article sur le climat. Non, on va lire l'article sur l'enseignement supérieur et la recherche, je suis désolé. En queue de peloton pour les vaccins, la recherche en France pâtit aussi d'une ambiance malsaine. Certes, le nombre de collègues... Certes, on reprend. Certes, nombre de collègues se dévouent à leur métier sans compter leurs heures ni leurs efforts, mais cet engagement vertueux dissimule un cercle vicieux. L'inégalité de traitement ne fait que s'accroître entre titulaires et précaires, de plus en plus contraints au travail gratuit. Et vous savez comment ça marche, hein, le travail gratuit. On en avait parlé ici, je crois, pour les avocats. Vous savez que quand vous faites vos études, machin, vous pouvez intégrer après un cabinet d'avocats, une fois les études terminées. Sauf que souvent, vous allez être là-dedans, stagiaire, 6 mois, 1 an, peu, pas payé, avec des horaires de ouf, et en devant, par exemple, vous loger dans une des grandes villes de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu as fait tes études, au bout d'un moment, il va falloir accepter de travailler 1 an sans être payé. Qui peut se permettre ça, sinon les bourgeois? Et donc il y a un deuxième filtre à l'argent qui se met en place une fois que tu as obtenu ton diplôme, alors même que plein de filtres avaient déjà été activés tout au long de ta scolarité pour dégager les pauvres et les crasseux. Et ben voilà, dernier filtre, une fois que tu arrives en cabinet d'avocat par exemple, et bien ce que disent ces chercheurs, c'est que c'est pareil dans la recherche. Qui a les moyens aujourd'hui de finir par arriver à devenir enseignant-chercheur, à obtenir un poste d'enseignant-chercheur, si ce n'est des bourgeois? Cet engagement vertueux dissimule un cercle vicieux, l'inégalité de traitement ne fait que s'accroître entre titulaires et précaires, de plus en plus contraints au travail gratuit. Je vous rappelle que des précaires, par exemple, dans l'enseignement supérieur, peuvent être parfois payés 6 mois après leur prestation. J'ai envie de dire, après les cours qu'ils ont assurés, les TD qu'ils ont assurés, ils sont payés 6 mois après, 9 mois. Mais qui peut se permettre d'être payé 9 mois après le travail qu'il fait, quoi? Quantitativement, le fossé se creuse. Le nombre de postes diminue, tandis que le nombre de candidats et candidates s'accroît. En 2017, on comptait 100 000 enseignants vacataires, contre 130 000 aujourd'hui, qui assurent à eux seuls 40% des enseignements à l'université. Ça, c'est dingue aussi. Ça, c'est vraiment dingue. En 20 ans, la diminution du nombre de postes de maîtres de conférences mis au concours a été drastique. Moins 65%. Je vous rappelle que pendant le même temps, le nombre d'élèves accueillis par l'université publique française augmente d'année en année, mathématiquement. Parce que déjà, il y a une évolution démographique qui fait que, et puis ensuite, voilà, donc plus en plus d'élèves, de moins en moins de profs, des profs de plus en plus précaires. On est en train de flinguer, l'accès à l'université, l'accès à des cours de qualité, et puis ensuite l'accès à des postes quand tu as réussi, malgré tout ça, ta scolarité dans le supérieur. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Même dans l'éducation nationale, j'ai une pote prof qui est payée 2 à 3 mois après avoir donné des cours, elle est titulaire remplaçante. Bon bah voilà. Après avoir fait du tutorat pendant 3 mois, j'ai signé mon contrat après la fin de mon travail et payé encore 4 mois après. Yep, toujours pas payé pour le tutorat que j'anime depuis janvier. Bon, on a des gens qui connaissent les bails dans le chat, manifestement. Il faut diminuer le nombre d'étudiants à l'université. Pourquoi? Les postes de demi à terre, j'aime pas le terme pauvre et crasseux, je préfère celui de non méritant. Oui, c'est un peu ça. Oui. Bref, donc en 20 ans, la diminution du nombre de postes de maître de conf mis au concours a été drastique, moins 65%. Nous sommes passés de 3000 par an à la fin des années 90 à 1200 ces dernières années. Et pourtant, la population Voilà, parallèlement, le nombre d'étudiants et d'étudiantes dans les universités a augmenté de 15%. Qualitativement, les relations se détériorent. La dissymétrie augmente car pour compenser le manque de postes, le travail dissimulé s'accroît. On recourt aux services de moins en moins rémunérés et même gratuits de doctorants ou docteurs sans poste pour boucher les trous, surveiller ou corriger des examens, organiser des colloques, gérer des revues, animer la vie de leur laboratoire. Les situations et le degré de rémunération sont variés, mais il s'agit souvent pour un non-titulaire d'accepter toutes sortes de vacations sous-payées, sous le SMIC horaire, pour éponger les déficits structurels. Certains s'épuisent à joindre les deux bouts, et il leur faut encore produire des publications pour rester dans la course. Juridiquement, les non-titulaires peuvent se retrouver ainsi, tour à tour bénévoles, contractuels à forme multiple, voire auto-entrepreneurs, avec 0 cotisation sociale, et je pense que je ne serai pas contredit dans le chat, si je dis qu'il y a aussi de plus en plus de ces diplômés qui aimeraient enseigner à la fac, dans le public, qui se retrouvent à accepter des cours dans le privé. Donc dans des grandes écoles, dans des écoles, des écoles où on va former des enfants de la bourgeoisie. Ils acceptent des cours là-dedans, ou parfois, en effet, sous le statut d'auto-entrepreneur, parce qu'on va pas non plus les employer là-dedans. Ou alors certains vont tout à fait se détourner de cette quête du Graal d'un poste dans le public, dans la fac,
pour aller directement dans le privé, quoi. J'écoute en préparant mon cours de demain. Vous avez déjà vu ça, vous aussi? Ouais, mais c'est les seuls qui payent. C'est les seuls qui payent, ils payent à temps. Bah oui, bien sûr. Donc il y a aussi une fuite des cerveaux vers le privé. Mais le long terme a aussi changé. Traditionnellement, le non-titulaire pouvait espérer une compensation plus tard, en devenant titulaire à son tour, le mérite aidant. Donc on faisait des sacrifices d'abord pour espérer plus tard, voilà, être titularisé et qu'il y ait une certaine gratitude de la part de l'administration. Plus de sous, je me contenterai des directs ou des replays YouTube, merci pour ton taf. Bah merci Plusil. Parti dans le privé après ma thèse, ça a été une résignation, un abandon pour moi. Bah voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends aussi. Et ou vers l'étranger, oui ça arrive, mais bon, c'est moins courant. Merci Alien 6. C'est quand même un autre engagement que de partir vers l'étranger, mais bon, ça se fait, il y en a qui le font en effet. C'est les seuls qui payent, c'est un choix de société. C'est un choix de société, bien sûr. Ouais. Sauf que c'est pas les enseignants qui font ce choix-là, c'est qu'on a choisi de sous-doter, sous-financer l'université publique, évidemment. Le podcast Programme B parle de ça dans une série d'épisodes. Qu'avons-nous fait de la recherche? Bah voilà, on fait le point avec cette tribune de chercheurs. La structure sociale s'en mêle aussi pour aider les... Ah non, j'ai pas lu ça, mais le processus... Voilà. Mais le long terme a aussi changé, donc voilà, donc maintenant on ne compense pas plus tard les efforts consentis par de jeunes diplômés travailler dans avec des contrats nuls et des payes pas terribles. C'est plus compensé plus tard parce que le processus est de plus en plus sélectif, vu qu'il y a de moins en moins de postes, l'avenir de plus en plus bouché. La structure institutionnelle, l'autonomie des universités permettent aux autorités locales de varier dans les justifications à apporter aux étudiants. La structure sociale s'en mêle aussi pour aider les uns à tenir, qui trouvent le temps de franchir les obstacles, et pousser les autres à abandonner, rattrapés par les contingences matérielles. Et oui, ça on l'a beaucoup vu aussi, j'imagine. Il y en a qui lâchent l'affaire, quoi. Je crois qu'il y a un tiers des doctorants qui lâchent leur doctorat, de toute façon, en cours de route. Mais même avant le doctorat, quoi. Et même après le doctorat, il y en a qui lâchent l'affaire. Avec leur doctorat, ils se disent, bah tant pis, je vais bosser dans un autre truc, je vais aller dans le privé. L'aspect psychologique n'est pas négligeable. Une sorte d'emprise perverse se développe sur le précaire, incité à rester pour maintenir un système déficient. Ah oui, on peut leur dire, mais oui, mais il y a besoin de vous. Il y a besoin de vous pour une noble quête. À savoir, pour une noble cause, enseigner à des élèves, voilà, dans le public. Et il y en a qui se disent, bon, bah oui, bah je vais prendre sur moi, enfin, si tu le peux, en tout cas. Que deviendraient en effet les alpinistes sans les Sherpas? Moins il y a de moyens, plus le climat se dégrade, plus la sélection sociale est poussée. Peut-être est-ce au fond la logique, sortir de toute démocratisation et rétrécir la base sociale du recrutement des élites, en marche arrière vers le monde d'avant. Outre le sentiment d'injustice profond que suscite ce recours croissant à une main-d'œuvre précaire, cette situation dessert aussi les personnels académiques dont la fonction RH s'accroît avec le nombre de projets portés par des précaires, le nombre de vacataires, le manque de postes administratifs et de chercheurs enseignants titulaires. Ça, bon, tous les chercheurs vous diront qu'ils font de plus en plus de paperasse et de moins en moins de recherche. Pour lutter contre le désespoir et le cynisme, des collègues refusent ici et là le recrutement systématique d'une main-d'œuvre précaire pour effectuer des tâches pérennes dans nos universités. Dans l'intérêt de la recherche et de la démocratie, il faut se mobiliser pour une titularisation massive, pour la création de postes en nombre suffisant. Et il y avait ce... Alors là, bon là ça parle de l'éducation supérieure, ça parle de l'enseignement supérieur. Attendez, je vais chercher, il y a un papier. Dans le canard, là, je l'ai mis où mon canard enchaîné? Peut-être dans la cuisine. C'est sur l'éducation, c'est sur l'éducation nationale, c'est pas sur la fac. Mais c'était assez révélateur de ce que pensait Macron. De ce que pensait Macron de l'éducation nationale. Putain, c'est où? Vous avez vu cette citation? Je crois que ça doit être dans cet article-là. Putain, je sais plus. En gros, Castex avait demandé 3000 postes. Castex avait demandé 3000 postes pour l'éducation nationale. Macron a dit non. Castex. Blanquer, pardon, putain. Blanquer avait demandé ça. Et Macron a dit non, mais c'était sa justification qui était intéressante et révélatrice. La situation dans les écoles est satisfaisante. Putain, c'est pas dans cet article-là, c'est où? Je l'ai vu passer. C'est Mémé qui l'a. Non, vous l'avez pas vu passer? Putain, je retrouve plus la citation.
Bon, en gros, voilà, tant pis, j'ai plus la citation, je sais pas si vous l'avez vu passer vous aussi, je la retrouve plus. Mais voilà, il dit exactement, Princesse Sissi Aya, il a dit à peu près ça. J'ai cherché en page 2, j'ai pas trouvé. En genre, ouais, c'est pas comme ça qu'on va relancer le pays, c'est pas comme ça qu'on va relancer l'économie. Voilà. En gros, vous servez à rien, les putains de profs là. Vous relancez pas l'économie, bordel. Bon, on a un petit peu de temps, il nous reste 20 minutes, vous avez vu, je carbure hein, maintenant, je fais moins long les intros et on a le temps de lire plus de trucs. Bon, c'était intéressant ce truc, bon ça c'était pas un article, hein, c'était une tribune des enseignants-chercheurs, une tribune d'un collectif, un collectif dans lequel il y a... je vous ai pas lu tous les noms évidemment... Marie Allègre, Eva Bell... Ouais, c'est par ordre alphabétique. Qui c'est qu'on connaît là-dedans? Qui c'est qu'on connaît? Pas grand monde. Fabrice Flippo. Pas confondre avec Florian Flippo. Rien à voir. Bref. On s'en fout. On va peut-être commencer... truc sur la loi climat. Hein. On a le temps de commencer ça. Hein. Allez-y. En tant que jeune docteur, j'ai pas envie de faire de la recherche publique en France, malheureusement. En effet, c'est la double galère pour les femmes qui doivent calculer quand commencer à fonder leur vie de famille, etc. Ouais. Bon, il y a Corcuf, en effet. Allez, go, le climat. Fabrice Flippo, on connaît bien? Ah ouais, je le connais pas, moi, Fabrice Flippo. Dès les premières heures de l'examen de la loi climat, lundi à l'Assemblée, la gauche comme les Républicains ont torpillé la présentation du texte par la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili et les 9 rapporteurs. Les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat apprécieront. En préambule des 45 heures de débat parlementaire autour du projet de loi climat qui se tiendront jusque mi-avril, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a présenté lundi le texte par ces mots. Elle a dit: nous pouvons être collectivement fiers de ces 150 citoyens. Leur héritage démocratique et écologique est considérable. Cet exercice démocratique inédit prend aujourd'hui tout son sens, ici, avec vous. Après le temps des citoyens, voici le temps des élus de la nation. Ainsi, c'est ensemble que nous répondrons à l'appel de la Convention citoyenne. Bon, très bien. On envoie des fleurs à la Convention citoyenne, c'est très bien. Le 28 février, les citoyens de la Convention ont attribué une note de 2,5 sur 10 au projet de loi actuel. Sur leurs 149 propositions issues de plusieurs mois de travail, une dizaine seulement ont été entièrement reprises, c'est-à-dire telles quelles, malgré la promesse de Macron de retranscrire sans filtre leurs mesures. Merci. Kedeis. Barbara Pompilop. C'est ça votre blague, Barbara Pompilop? Depuis le premier jour, nous agissons... Alors attends, c'est encore Barbara Pompilop qui... Depuis le premier jour, nous agissons pour prendre des décisions que personne n'avait osé prendre, en mettant fin à de grands projets datés, comme le Terminal 4 à Roissy-Charles de Gaulle, poursuit Barbara Pompili. Ah bah ça c'est sûr que évidemment tu pourras année après année dire on n'avait jamais pris de telles mesures écolo vu qu'on démarre à peine. Donc le premier moindre petit truc ce sera assez tout nouveau, attendez on est super audacieux hein, poursuit Barbara Pompilop. Un mensonge éhonté, aucune réelle... Ah merde, là, il tape direct Raphaël Correa. Donc c'est Raphaël Correa qui est rentré à Mediapart il y a quelques semaines à peine. Un mensonge éhonté. Aucune réelle restriction n'a été inscrite dans les articles de loi quant aux extensions d'aéroports. En l'état, le texte autorise les 10 plus grands agrandissements actuels en projet, dont celui de Roissy. Dans un hémicycle très clairsemé, d'autres contre-vérités ont été égrenées durant la présentation du projet de loi climat. Le député LREM des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulessi, rapporteur du volet transport de la future loi, a ainsi assuré... J'ai dit Raphaël Correa? Qu'est-ce que j'ai dit? Putain, oui. Michael Correa, pardon. Mais bon, Raphaël Correa a écrit dans le Monde Diplo. Donc qu'est-ce qu'il a dit le député des Bouches-du-Rhône, Marc Zulessi? Jean-Marc. Il a dit « Parce que le développement des mobilités douces est primordial, je reste convaincu que le vélo a toute sa place dans le texte. » Pourtant, durant les discussions en commission parlementaire qui ont eu lieu les 2 premières semaines de mars, la question du vélo a été totalement éludée. Alors que pas un seul article de loi ne traite de la bicyclette, plus de 85% de la centaine d'amendements vélo déposés avant la commission ont été déclarés irrecevables. Et il me semble que pour déclarer un amendement irrecevable, c'est la majorité qui va décider, parce que c'est elle qui a c'est les rapporteurs qui choisissent, et les rapporteurs sont issus de la majorité, il me semble.
Pourtant, donc en fait ils font ce qu'ils veulent, pourtant durant les discussions en commission parlementaire qui ont eu lieu les 2 premières semaines de mars, la question du vélo, bon ça on l'a dit. Enfin, le rapporteur thématique du volet « Se loger », le député LREM de Haute-Garonne, Michael Nogal, a déclaré devant l'Assemblée « Le nouveau diagnostic de performance énergétique, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, constitue une avancée majeure dans la prise en considération de l'incidence environnementale des logements. » L'élu a lui-même déposé le 14 mars un amendement en commission parlementaire qui spécifie que si une habitation est classée C, voire D, au diagnostic de performance énergétique, soit les seuils de consommation d'énergie jusqu'à 3 fois plus élevés que les notes A et B, après une rénovation, elle pourra être qualifiée de performante. Merci pour le poisson. Donc en gros, voilà, une petite rénovation et c'est bon, on dira que même C et D, c'est performant. Cette modification a été apportée en commission aux grandes dames des associations qui ont aussitôt qualifié l'amendement de Michael Nogal de climaticide et de bond en arrière pour la rénovation énergétique. Karl Marx et écocide Karl Marx et écologie punitive. Face à un projet de loi que les rapports... Qu'est-ce que vient foutre Karl Marx là-dedans? On va voir. Face à un projet de loi que les rapports du Conseil national de la transition écologique, du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil pour le climat ont déjà jugé nettement insuffisant face à l'urgence climatique, et au lendemain de manifestations où plus de 100 000 personnes ont marché en France pour exiger une vraie loi climat, les débats ont rapidement pris une tournure idéologique. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, est monté en tribune défendre une motion de rejet préalable du texte. Durant plus d'une demi-heure, il s'est emporté. Comment peut-on faire une loi sur le climat sans dire un mot du moratoire sur les accords internationaux tels que le CETA, qui sont des invitations surpuissantes au saccage de la planète? Comment peut-on faire une loi sur le climat et sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sans plan pour le ferroviaire auquel il manque 3 milliards par an? Sous les lazzi de LREM, oui, ils ont rigolé, ils ont hué en face. Le député des Bouches-du-Rhône a rappelé, après avoir cité Karl Marx, « Le principal obstacle auquel nous nous heurtons, ce ne sont pas les êtres humains. L'obstacle auquel nous nous affrontons, c'est le capitalisme. » Avant d'ajouter « La réduction des inégalités sociales est une contribution directe à la préservation de la planète. » Alors que la motion de rejet a été rejetée, 73% contre, 18 votes pour. Le clou de la justice sociale a été enfoncé plus tard dans la soirée par Mathilde Panot, élue du Val-de-Marne, ponctuée régulièrement par des « Voilà !» de Jean-Luc Mélenchon. Et il était chaud. Le discours de la députée a condamné l'inaction climatique du gouvernement, et Mathilde Panot a dit « En 2018, vous supprimiez l'impôt de solidarité sur la fortune, le riche n'était pas assez riche à votre goût, l'enquête préliminaire est sans appel, vous ignorez toujours que les plus riches s'enrichissent, plus ils possèdent, plus ils polluent. Que plus les riches s'enrichissent, plus ils possèdent, plus ils polluent. » Bah oui, c'est vrai. Mathilde Panot a ensuite remémoré à l'Assemblée les Gilets jaunes et leurs revendications, qui ont été à l'origine de la création de la Convention citoyenne sur le climat. Ils l'ont scandé partout, pas d'écologie sans justice sociale. Quand les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour se déplacer, c'est quand même à eux que vous allez chercher des noises plutôt qu'à Total. Côté les Républicains, Jean-Marie Sermier est un des premiers à être monté à l'assaut de la loi climat avec une des marottes politiques favorites de la droite, le discours anti-éolien et pro-nucléaire. Le député du Jura a ainsi argué « Les membres du groupe Les Républicains le disent clairement, nous voulons un moratoire sur les implantations d'éoliennes. » C'est classique, c'est au nom des paysages, machin, du cadre de vie, faut préserver nos campagnes. Bon, ils aiment pas les éoliennes à droite. La France a la chance de bénéficier encore de la vision stratégique du général de Gaulle, ce qui lui permet à la fois d'assurer son indépendance énergétique et d'être le pays développé qui produit le moins d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc réaffirmer notre soutien à la filière nucléaire. Puis de conclure par l'habituel credo de la droite, nous refusons que l'écologie se résume à la multiplication des impôts et des taxes. Ok Jean-Jacques Bourdin, ok Eric Brunet, merci Diama37. Je gueule pas mal, je suis en train de muser la voix, mais ça ne me fait pas peur. Le député LR du Vaucluse, Julien Aubert. Alors Julien Aubert, on l'a regardé, il nous a fait tout un sketch sur les écolos déconnectés. Membre de la commission parlementaire qui a examiné au préalable le texte de loi, a pris le relais pour faire référence à sa façon aux gilets jaunes et exhumer le cliché de l'écologie punitive. Alors lui, il a dit « Le présent texte pénalise et oublie le contexte dans lequel il évolue », prévient l'élu. « Rappelez-vous
que c'est la crise des Gilets jaunes qui en est à l'origine. Au départ a émergé une crise populaire, réunissant des Français qui disaient en avoir marre de l'écologie punitive, insuffisamment pensée, ou du moins pensée par la France d'en haut. Génial, moi j'adore les députés de droite qui parlent au nom de la France d'en bas, ça me fait toujours marrer. Le groupe LR a déposé... Mais d'ailleurs, la France d'en bas, c'était une formule de Raffarin, hein, ça vient de la droite, ça. Le groupe LR a déposé le contingent d'amendements le plus important pour cette séance plénière, 2119 contre 1678 côté LREM et 684 pour les socialistes. Dans le top 10 des députés qui portent le plus d'amendements se trouvent 3 élus les Républicains, Thibault Bazin, Vincent Descoeur et Dino Cinieri. Avec 7028 demandes de modification, le projet de loi climat s'annonce déjà comme le texte législatif le plus amendé depuis le début de cette législature, en ne prenant pas en compte le projet de loi sur les retraites encore en suspens. Ce chiffre et ces premières heures de débat parlementaire qui raffermissent le clivage gauche-droite augurent une rude bataille politique pour le climat dans l'hémicycle. Merci Charles Pastèque. Merci pour ton travail, Usul. C'est pas grand-chose, je n'y laisserai que ma voix. Il démontre ainsi que l'urgence climatique demeure définitivement inconciliable avec le « en même temps » de la pensée macronienne. C'était très bien cet article. En effet, quand il va falloir réguler, emmerder un peu les chefs d'entreprise, emmerder un peu le capital en lui disant c'est bon, c'est fini de faire n'importe quoi. Là on va voir qui c'est qui est de gauche, qui c'est qui est de droite, ou s'il n'y a plus de clivage gauche-droite. On va rigoler. Bon... Il est moins 10. On a encore passé une excellente pause déj. Merci à vous d'avoir suivi ce stream. Je vais fumer une clope avec vous avant de vous quitter. On peut même lire Édouard Philippe. Non, on peut pas lire Édouard Philippe. Si vous voulez lire l'article sur Édouard Philippe, allez, on peut parcourir Édouard Philippe et voir qu'est-ce qu'on arrive à choper comme information en lisant en diagonale. Voilà, on a une mauvaise surprise là chez Édouard. Un plan média d'envergure. Il a un plan média, en tout cas il a fait un essai sur l'art de gouverner. Tiens, comme par hasard, l'art de gouverner, il en tire quelques enseignements sur la prise de décision et le fonctionnement de la Ve République, donc il nous fait un espèce de livre-programme sur comment on gouverne. Il se lance dans un vaste tour de France, qui va commencer au Havre, machin, mais bon, ça a chamboulé ses plans, le confinement partiel, les dédicaces seront reportées, eh oui, pas de bol. Il n'a pas d'agenda caché, disent ses proches, mais la sortie du livre, quand même, laisse des doutes. Il voulait entamer donc une tournée des Grands-Ducs. Lorsqu'il revient sur sa passion du foot, lorsqu'il se rend dans les studios de RMC, le maire du Havre esquive alors les questions sur ses ambitions. Ouais, il esquive. Pour l'instant, il esquive, c'est-à-dire il n'a pas dit non. Tant qu'il esquive et qu'il a un bouquin programme, c'est potentiellement du oui, hein. Surtout que son petit silence, là, ces derniers temps, on l'a pas vu non plus défendre pied à pied le gouvernement, mesure après mesure, il prend ses petites distances. Beaucoup se demandaient s'il allait annoncer quelque chose, raconte le maire d'Angers. Il y avait une attente, ceux qui étaient là lui ont dit « On a besoin de toi pour la suite ». On avait lu un article sur ce qu'en pensaient les maires LR. Il y en a pas mal, il a un petit camp, hein, Édouard Philippe, au moment même où... On apprend ça dans le Canard hier. Sarkozy dit à ses troupes, et ses troupes, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent Sarkozy. Hein. Sarkozy dit à ses troupes, allez pas soutenir Xavier Bertrand. Y allez pas, ça peut encore se planter. S'il est parti pour faire du 10%, continuons à regarder ce qui se passe. Continuons à regarder aussi ce qui se passe du côté de Macron. Il n'est pas impossible d'avoir un Nicolas Sarkozy qui finisse par soutenir Macron. En tout cas, Édouard Philippe, lui, continue son boulot. Il doit rencontrer jeudi le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, après avoir déjeuné avec Gérard Larcher. Beaucoup de gens observent sa popularité et veulent le voir, assure Gilles Boyer. Cette campagne qui ne dit pas son nom suscite méfiance et agacement chez la Macronie. Les langues se délient chez les fidèles du président, comme contre ce Premier ministre raide et frileux, accusé d'avoir entravé Emmanuel Macron dans sa volonté réformatrice. Ah ouais, c'est nouveau ça. Sa popularité repose sur une imposture, grince un des proches du chef de l'État. Il fallait sans arrêt lui souffler dans le cul, parce qu'il n'avait pas plus conservateur qu'Édouard. Fallait lui souffler dans le cul. C'est joliment dit. Le maire du Havre a mal vécu les critiques contre son ex-DIRCA Bribado-Dumas, là, mais on s'en fout. Édouard Philippe juge ce procès dégueulasse. Donc, chez LR, on dit qu'en gros, il a gêné l'action du président. Et lui, il dit que c'est un procès dégueulasse, Qu'est-ce qu'il y a avec Duhamel? Frédéric Millon, hein? Il s'est également agacé du traitement réservé à un de ses plus proches amis, Frédéric Millon. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir, c'est l'affaire Duhamel, Sciences Po. La relation qu'Édouard Philippe entretient avec Emmanuel Macron n'a jamais été empreinte de camaraderie.
Ce qui la rend d'autant plus difficile à maintenir une fois le lien rompu. Après l'été, le chef de l'État passait ainsi par des intermédiaires, comme ses ministres Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire, pour prendre des nouvelles de son ancien chef de gouvernement. Ils sont pas potes. Bah voilà, écoute, s'ils sont pas potes et que l'autre prépare un bouquin, il va y aller, Doudou. Il va y aller, Doudou. En plus, il a une inexplicable popularité, même auprès des gens qui suivent peu la politique. Édouard est un orgueilleux. Il n'osera jamais me trahir, a glissé le chef de l'État à un ami. Ah ouais. Une apparente décontraction relayée par ses proches qui font mine de ne pas s'inquiéter des ambitions de cet ancien Premier ministre. En fait, il s'en inquiète pas, mais il commence à l'attaquer. C'est dire, en fait, c'est sûr que s'il disait on s'inquiète, ce serait un peu nul. Donc ils disent on s'inquiète pas, on est tranquille, on est serein, mais il lui envoie des petits fions. Je n'ai aucun doute. Alors Richard Ferrand dit je n'ai aucun doute, il sera aux côtés du président s'il brigue sa réélection. De l'arrogance, cingle-t-on. Chez les philippistes. Ah, il y a un truc qui s'appelle les philippistes maintenant, ceux d'Édouard Philippe. Les doudistes. Ceux qui sont avec Doudou. Les petits cailloux. Les rodomontades. Il faut avoir le sens de l'État et ne pas provoquer une défaite de Macron, mais ne pas se dérober non plus si les circonstances l'exigent. Édouard ne doit pas se tenir trop loin s'il faut ramasser l'étendard, résume un élu qui donne rendez-vous à la fin du printemps, puis à la rentrée, où une nouvelle rencontre de la République des maires pourrait se tenir. Est-ce que vous avez des nouvelles de mon pote de droite, Édouard mon pote de droite? Parce que je vous rappelle qu'il y a un mec qui avait été en cours avec Édouard Philippe il y a très longtemps, qui lui est devenu réalisateur un peu de gauche, et quand Édouard Philippe est devenu maire du Havre, il est allé le suivre en caméra, il a sorti 2 volets, je crois, de ce documentaire au plus près d'Édouard Philippe, et ça s'appelait Édouard mon pote de droite. Et il avait dit qu'il pourrait lâcher le nouveau volet une fois que Édouard Philippe aurait lâché Matignon. Il y a eu le volet du documentaire, c'est pas un reportage, hein, c'est un documentaire. Il y a eu le volet du documentaire une fois qu'il a quitté Matignon, c'est sorti ça ou pas encore? C'était bien marrant ces films. Je crois qu'il y a eu 2 volets pour l'instant, mais il avait dit le 3e sortira quand il sera plus à Matignon. Mais ça veut dire qu'il va continuer à le suivre. Et si Édouard Philippe lance une campagne présidentielle, le 4e volet va être particulièrement intéressant. Bon bah vous savez pas, en tout cas je vous encourage à regarder ça, c'est très complaisant par contre, hein, c'est très complaisant, mais ça donne quelques idées sur ce que c'est d'être maire d'une grande ville comme Le Havre, et d'être un petit filou comme Édouard Philippe. Le jour où Édouard Philippe a quitté ses fonctions, le 3 juillet 2020, son ami Gilles Boyer a publié sur Twitter une photo du pommier que l'ex-premier ministre avait planté en 2017 dans les jardins de Matignon, agrémenté de ce commentaire « Bientôt la récolte ». Et ouais... Le 3e va vous étonner. Bon, apparemment il est pas sorti, hein, le 3e volet de Édouard mon pote de droite. Ça devrait être cette année. Ouais, on garde, on fait de la veille là-dessus. Ce serait marrant qu'on le mate peut-être ensemble, je sais pas. Bah non, on peut pas, enfin bon, bref. Ou qu'on reçoive son réalisateur en... Corben cancel aussi, là? Corben, c'est un con? Eh, mais vous êtes casse-couille, hein. Eh bah, ça va se terminer où, là quelqu'un qui fait de l'art. Voilà, quelqu'un qui fait de l'art. Peut-être que des gens qui font de l'art, ils sont un peu moins de droite. Il y en a un qui fait de l'aquarelle. Voilà, allez hop, on va aller voir celui qui fait de l'aquarelle. Voilà. Ça règle la question. Quant aux autres, vous avez qu'à streamer à cette heure-là. Si vous voulez des raids, ça a l'air pratique, du coup, vu qu'il n'y a personne. Allez, je vous envoie chez Libre et Sauvage, qui fait de la peinture. J'espère qu'il est pas cancel avec de la peinture, lui. Quelle bande de casse-couilles. Machin Moreau, là. Il avait 1000 personnes, Machin Moreau. Hein. Thierry Moreau, c'est ça? Allez, vous allez aller voir quelqu'un qui fait de l'art. Vous êtes gentil, évidemment. L'aquarelle, c'est de droite ou ça va? Samuel l'a raid il y a 2 jours. Ah, bah oui, bah écoutez. C'est Samuel le cool, hein. Samuel l'a raid. Il sera re-raid, voilà. Démerdez-vous avec ça. Moi j'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Vous êtes un peu piquis, hein. Samuel Etienne l'a déjà fait. Allez. On va se quitter là. Il y a Fab Florent, mais Fab Florent il est cancel aussi, Mademoiselle, tout ça là. Toutes les affaires de Mademoiselle, il y avait des trucs super chauds, hein, moi, y compris sa gestion du personnel et des petites remarques cheloues. Enfin, c'est un patron de start-up, quoi.
Donc non, enfin Florent cancel d'office, il me semble. Cancel sur 20. On se voit demain. On tourne le matin, nous. Oui, mais alors ce sera pas à midi. Je pense que non, ce sera pas à midi. Ah non, même pas l'après-midi d'ailleurs. En tout cas, on se retrouve ce soir dans le chat de Bolchegeek à 20h. Allez, ciao, le reste on verra. Bye.